Je suis Charmaine, j'ai 35 ans, et j'essaie tant bien que mal de guérir des blessures que ma famille m'a infligées. En tant que développeuse de logiciels accomplie, j'ai échappé à leur toxicité, tout en gardant un contact occasionnel. Dimanche dernier, ils m'ont invité à un brunch chic pour prendre des nouvelles. Entre deux mimosas et un avocado toast, ma mère s'est penchée vers moi, avec un sourire en coin. Tu sais, Charmaine, tu as de la chance qu'on t'inclue encore. La pitié, ça va loin. J'ai simplement bu une gorgée de mon café et souri. Ce soir-là, je me suis connecté, j'ai désactivé tous les comptes de crédit de la famille et j'ai envoyé un email à mon avocat concernant la vente du chalet. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui sous-estimait votre valeur. Le véritable point de rupture a eu lieu exactement une semaine avant ce brunch. Je venais de monter au chalet familial dans le nord de l'État de New York, épuisé par une semaine éreintante de codage et de déploiement de logiciels. J'ai poussé la lourde porte d'entrée et je me suis figé. Mes valises en cuir vintage, celles que je gardais toujours dans la suite parentale, avaient été jetées sans ménagement dans le couloir poussiéreux. Les fermetures éclairs avaient été arrachées violemment, mes vêtements de travail coûteux et mes sous-vêtements intimes s'étalaient sur le parquet sale. J'ai entendu le crissement d'une perceuse venant de l'étage. J'ai monté les marches deux par deux, le cœur battant au rythme d'un mélange de confusion et de colère montante. Lorsque j'ai atteint la chambre principale, la vue m'a fait bouillir le sang. Ma jeune sœur, Jasmine, et son mari blanc, Hunter, étaient en train de démonter mon cadre de lit en acajou fait sur mesure. Jasmine n'avait même pas l'air désolée. Elle a jeté un coussin décoratif sur le sol et a posé ses mains sur son ventre légèrement arrondi par la grossesse. Elle m'a regardé et a dit « Oh, super. Tu es là. Prends le reste de tes affaires dans le placard. Hunter doit installer les meubles de la chambre de bébé que nous avons achetés aujourd'hui. » Je suis restée là, complètement stupéfaite. Je lui ai dit « Excuse-moi, c'est ma chambre. Je paie les taxes foncières et l'entretien de tout ce chalet. Tu ne peux pas juste jeter mes affaires dans le couloir comme des ordures. » Hunter a lâché sa perceuse et s'est essuyé les mains sur son jean de marque. Il m'a regardé avec cette arrogance insupportable qu'il affichait toujours. Il a ri et a dit « Détends-toi, Charmaine. Jasmine est enceinte. Elle a besoin de la suite parentale pour avoir l'esprit tranquille. Tu n'es qu'une fille célibataire. Une femme enceinte a besoin de plus d'espace et d'une salle de bain privée. Tu peux prendre la petite chambre d'amis en bas. Ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. » L'audace pure a résonné à mes oreilles. Pendant des années, j'avais été la banque de la famille. J'ai financé Jasmine et Hunter quand sa ridicule start-up de crypto-monnaie a fait faillite. J'ai payé les courses, les factures et les réparations d'urgence pour ce même chalet pendant qu'ils jouaient aux adultes et faisaient semblant d'être des entrepreneurs à succès. Avant que je ne puisse exiger qu'ils remontent mon lit, des pas lourds ont résonné dans le couloir. Ma mère, Hélène, et mon père, Richard, sont entrés. Ils étaient apparemment en bas tout ce temps, parfaitement conscients de cette intrusion. Je me suis tourné vers Hélène et j'ai exigé qu'elle leur dise d'arrêter tout de suite. Je lui ai dit qu'ils détruisaient ma chambre et manquaient de respect à ma propriété. Hélène a croisé les bras, le visage figé dans un regard froid et méprisant. Elle m'a aboyé dessus, me disant d'arrêter d'être aussi dramatique. Elle a dit, « Ta sœur apporte une nouvelle vie dans cette famille. Elle est mariée. Elle construit un avenir. Tu as 35 ans et tu vis seule. Pourquoi as-tu besoin d'une chambre immense? C'est purement égoïste de ta part d'accaparer le meilleur espace alors qu'Hunter et Jasmine fondent une famille. » J'ai regardé mon père, espérant un brin de logique. Richard a simplement donné un coup de pied dans une pièce de mon cadre de lit démonté pour l'écarter de son chemin. Il a grogné et m'a dit d'écouter ma mère. Il a dit qu'Hunter est l'homme de la maison maintenant et qu'il a besoin d'un espace approprié pour subvenir aux besoins de ma sœur. Il a ensuite porté le coup final. Il a dit qu'ils avaient décidé que je prendrais la chambre du sous-sol, mais que je continuerais à couvrir l'entretien mensuel et les factures. Il a prétendu que c'était juste, étant donné que je gagnais beaucoup d'argent à taper sur un ordinateur toute la journée. Il a déclaré que personne dans cette famille n'a droit au transport gratuit. La pièce a légèrement tourné. Il me mettait dehors de mon propre sanctuaire, la chambre que j'avais personnellement rénovée avec mon propre argent durement gagné, et il s'attendait toujours à ce que je paie la note.
Le manque de respect flagrant était étouffant. Hunter a souri, en reprenant sa perceuse. Il m'a dit que c'était une décision familiale et m'a averti de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Il m'a dit d'être juste une bonne grande sœur pour une fois. Jasmine a renchéri en ajustant son chemisier de maternité coûteux que j'avais probablement payé indirectement. Elle était d'accord avec lui et a dit que je devrais être heureuse pour eux. Au lieu de cela, elle m'a accusé de faire un caprice pour une chambre. Elle a souri cruellement et a dit, « C'est pour ça que tu n'arrives pas à garder un homme, parce que tu es trop rigide et égoïste. » Chaque mot était une attaque calculée conçue pour me faire sentir petite, indigne d'être aimée et obligée de les servir. Par le passé, j'aurais argumenté. J'aurais pleuré, plaidé pour un respect de base, et finalement cédé pour maintenir la paix. J'aurais traîné mes valises dans le sous-sol humide et rédigé le chèque pour les factures tout en ravalant ma fierté. Mais en restant là, à les regarder tous les quatre, unis dans leur exploitation de ma personne, quelque chose en moi a fini par casser. L'illusion de la loyauté familiale s'est brisée en morceaux acérés. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur fournir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Hunter, qui jetait négligemment mon matelas coûteux contre le mur. J'ai regardé Jasmine jouant la victime fragile. Et j'ai regardé mes parents, qui avaient permis cette dynamique toxique depuis que nous étions enfants. Je les ai regardés et j'ai dit, très bien. Ma voix était si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Le silence est retombé dans la pièce. Jasmine avait l'air confuse. Même Hunter a arrêté de percer. J'ai répété le mot très bien, en faisant demi-tour. Je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir la chambre. En descendant les escaliers, j'ai entendu ma mère m'appeler, me rappelant de laisser le chèque des factures sur le comptoir de la cuisine avant de partir. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti directement par la porte d'entrée, laissant mes valises exactement là où ils les avaient jetées. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. En conduisant sur la route de montagne, mes mains agrippaient le volant. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir réussi à intimider la sœur célibataire et solitaire pour la soumettre une fois de plus. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'acte de propriété du chalet était entièrement à mon nom. Je l'avais racheté après une saisie il y a 5 ans quand mes parents avaient fait faillite. Je les ai laissés faire semblant que c'était toujours un actif familial partagé pour sauver leur fierté. Mais légalement, je possédais chaque planche de bois dans cette maison. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro de mon avocat et souri. Les jeux étaient enfin terminés. Le trajet de retour vers la ville était calme, mais mon esprit était en ébullition avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis garé sur une aire de repos et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les comptes partagés. Au cours des 3 dernières années, j'avais donné à ma famille un accès autorisé à mes cartes de crédit premium. Je me disais que c'était pour les urgences, mais c'était devenu leur cagnotte personnelle. J'ai fait défiler les transactions récentes. Jasmine avait dépensé $600 dans une boutique de maternité haut de gamme pas plus tard qu'hier. Hunter avait débité un dîner à $200 dans un steakhouse. Mes parents avaient utilisé ma carte pour réserver des billets d'avion pour des vacances en Floride. Ils vivaient un style de vie de luxe complètement à mes frais tout en me traitant comme de la boue. J'ai cliqué sur la carte de Jasmine et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait la même chose pour Hunter, puis pour les cartes de mes parents. Un par un, j'ai coupé leur oxygène financier. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai quitté ce chalet et laissé ma vieille vie derrière moi. J'ai passé ces jours à m'installer dans mon nouveau penthouse de luxe au cœur de la ville. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans la lourde angoisse des obligations familiales pesant sur ma poitrine. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si Hunter avait dilapidé l'argent de la facture d'électricité dans un autre investissement bidon en crypto-monnaie. Je n'avais pas à stresser pour les livraisons interminables des achats en ligne de Jasmine qui encombraient le couloir. Je me suis juste réveillé, j'ai préparé une tasse de matcha coûteux, et je me suis assise près des fenêtres du sol au plafond en regardant la ligne d'horizon. Je travaillais à distance en révisant des rapports d'audit pour un client important. Le silence dans mon appartement était magnifique. C'était le son de mes propres limites enfin respectées. Il était exactement 14 heures un mercredi quand mon téléphone a commencé à vibrer sur l'îlot de cuisine en marbre. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Jasmine. Je savais exactement de quoi il s'agissait.
Je l'ai laissé sonner quelques fois avant de tendre calmement la main et de répondre à l'appel, en mettant le haut-parleur. Je n'ai même pas eu la chance de dire bonjour avant que les cris ne commencent. « Charmaine, qu'as-tu fait ?» Sa voix était si forte et perçante qu'elle résonnait contre mes hauts plafonds. Elle semblait faire une crise d'hyperventilation. J'ai pris une gorgée de mon matcha et j'ai attendu qu'elle forme une phrase complète. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, en gardant ma voix parfaitement plate et indifférente. Elle a crié qu'elle se tenait à la réception du Lotus Spa & Lounge. Il s'agissait d'un salon ultra exclusif où une simple manucure et pédicure coûtait plus de 300 $. Elle m'a dit qu'elle venait de passer 4 heures à recevoir un forfait spa prénatal complet avec des pierres chaudes et un massage des tissus profonds. Quand elle est allée au comptoir pour payer, elle leur a tendu la carte Platine Premium qui était directement liée à mon compte principal. La carte que j'avais bloquée dès que je suis parti du chalet. La réceptionniste l'a passée 3 fois. Charmaine. Jasmine pleurait maintenant, mais c'était le genre de pleurs de colère et d'humiliation. Elle a dit que la machine n'arrêtait pas de clignoter, refuser, et de biper bruyamment. Tout le monde dans la salle d'attente me regarde. Le directeur est même sorti et a demandé si j'avais un autre moyen de paiement. As-tu une idée à quel point c'est embarrassant ? Il me traite comme une sorte d'escroc. Débloque le compte tout de suite pour que je puisse payer ces gens et partir. Je me suis appuyé sur ma chaise et j'ai écouté sa respiration frénétique. L'arrogance absolue était stupéfiante. Elle m'avait mise dehors de ma propre chambre, jeté mes affaires sur le sol, et m'avait dit que j'étais une vieille fille amère et solitaire. Pourtant, elle était là, 3 jours plus tard, exigeant que je paie sa journée de spa de luxe sans une once de honte. J'ai parlé très lentement, m'assurant que chaque mot atterrissait avec un impact maximal. J'ai dit, « Jasmine, tu es une femme mariée maintenant. Tu m'as dit qu'Hunter est l'homme de la maison et le fournisseur de ta nouvelle famille qui s'agrandit. Un fournisseur devrait certainement être capable de couvrir une simple facture de spa pour sa femme enceinte. Pourquoi n'appelles-tu pas ton mari visionnaire et ne lui demandes-tu pas d'utiliser son capital de start-up pour payer la réceptionniste ?» Elle a poussé un soupir dramatique. Elle m'a dit que j'étais cruelle et vindicative. Elle a dit qu'Hunter était occupé à sécuriser des réunions importantes et ne pouvait pas être dérangé pour quelque chose comme ça. Elle a exigé que j'arrête d'agir comme une enfant jalouse et que je réactive la carte immédiatement avant qu'elle n'appelle nos parents. Je lui ai dit d'appeler. Je lui ai rappelé que personne dans notre famille n'a droit au transport gratuit. C'étaient les mots exacts de notre père. Je lui ai dit de passer un merveilleux après-midi au spa et j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. Le silence est revenu dans mon appartement et il semblait encore plus doux qu'avant. J'imaginais sa présence là-bas, dans son peignoir moelleux, tenant un morceau de plastique inutile pendant que le directeur du salon attendait qu'elle trouve 300 $ qu'elle n'avait pas. Moins de 20 minutes plus tard, mon téléphone a carillonné avec un long message texte. Ce n'était pas de Jasmine. C'était de Hunter. Le message était un bloc massif de texte dégoulinant du type exact d'arrogance de tech bro blanc sauveur à laquelle je m'attendais de sa part. Il n'a pas demandé comment j'allais ou ne s'est pas excusé pour l'incident du chalet. Il est passé directement à une conférence condescendante. Il a écrit qu'il était extrêmement déçu par mon manque de synergie et mon comportement toxique envers sa femme. Il a dit que couper le soutien financier sans période de transition était non professionnel et perturbateur pour leur dynamique familiale. Il a réellement utilisé le mot dynamique comme si mon compte bancaire personnel était sa firme de capital risque. Il a continué à me faire la leçon sur les obligations familiales. Il a dit qu'en tant que haut revenu, j'avais le devoir moral d'investir dans leur avenir. Il a affirmé qu'il construisait un héritage qui finirait par nous bénéficier à tous, tandis que je perdais juste ma vie à faire un travail d'entreprise pour rendre les autres riches. Il a terminé le message en disant qu'il me donnait un délai de grâce de 24 heures pour réactiver les cartes et m'excuser auprès de Jasmine. Si j'échouais à le faire. Il m'a averti qu'il devrait réévaluer mon rôle dans la vie de leur enfant. Il a dit qu'il ne pouvait pas avoir ce genre d'énergie financière négative autour de leur bébé. J'ai lu le message 2 fois juste pour m'émerveiller de l'audace pure de cet homme sans emploi. Il vivait dans ma maison sans payer de loyer et essayait de me manipuler en me faisant croire que c'était moi qui gâchais la dynamique familiale. Il croyait sincèrement que sa blancheur et son genre lui donnaient l'autorité ultime pour dicter comment je dépensais l'argent que je gagnais. Il pensait pouvoir m'intimider avec des mots à la mode d'entreprise et des menaces voilées sur le fait de me couper d'une nièce ou d'un neveu que je n'avais même pas encore rencontré. Je n'ai pas répondu à son message.
S'engager avec un narcissique est exactement ce qu'ils veulent. Ils ont soif de disputes parce que cela valide leur sentiment d'importance. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran du long texte décousu et je l'ai enregistré dans un dossier sécurisé sur mon cloud. J'ai étiqueté le dossier expulsion familiale. Ils pensaient que ce n'était qu'un caprice temporaire. Ils pensaient que je finirais par céder parce que je l'avais toujours fait. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà 10 longueurs d'avance sur eux. La transaction refusée au salon de manucure n'était qu'un inconvénient mineur. La vraie tempête se préparait, et Hunter était bien trop arrogant pour voir l'ouragan juridique et financier massif se dirigeant droit vers son petit ego fragile. Le lendemain matin, après que Hunter ait envoyé son manifeste ridicule, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. Je savais que ma mère n'allait pas laisser les cartes de crédit bloquées impunies. Hélène avait réalisé qu'elle ne pouvait plus me contrôler directement, alors elle a déployé son arme ultime. Dans notre famille, nous l'appelions le réseau des tantes. Il s'agissait d'une coalition formidable de femmes plus âgées de notre église et de notre famille élargie qui servaient d'exécutants moraux de la communauté. C'étaient les femmes qui s'asseyaient sur les bancs de devant portant des chapeaux extravagants, jugeant tout le monde tout en cachant leur propre squelette massif dans leur placard. Elles fonctionnaient comme un syndicat de commérage et un peloton d'exécution tout en un. Si vous sortiez du rang, le réseau des tantes ruinerait votre réputation avant même que le service du dimanche ne soit terminé. Cela a commencé avec un barrage de messages textes passifs-agressifs de divers cousins, mais vers midi, l'artillerie principale a tiré. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec le nom de Tante Shirley. Tante Shirley était la sœur aînée de ma mère et la chef incontestée du réseau. Elle était la présidente du comité d'accueil de l'église et une femme qui croyait que son âge lui donnait le droit divin de dicter comment tout le monde devrait vivre. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je n'ai même pas dit bonjour. J'ai juste accepté l'appel et j'ai attendu. « Charmaine, as-tu perdu la tête ?» La voix de Tante Shirley a retenti dans le haut-parleur. Elle m'avait sur haut-parleur et je pouvais entendre le léger bruit de ma mère reniflant de façon spectaculaire en arrière-plan avec la respiration lourde de Tante Martha. C'était une embuscade coordonnée, une intervention conçue pour briser mon esprit et me forcer à revenir dans mon rôle de guichet automatique de la famille. J'ai pris une gorgée lente de mon eau et j'ai dit « Bon après-midi à vous aussi, Tante Shirley. » Elle a ricané bruyamment. « Ne joue pas la mignonne avec moi, petite fille. Ta mère est assise juste ici dans ma cuisine, pleurant toutes les larmes de son corps parce que tu as perdu la tête. Tu penses que parce que tu as un travail d'entreprise chic et que tu vis en ville que tu es meilleur que ton propre sang. Tu agis complètement hors des clous. Comment oses-tu couper les vivres à ta sœur enceinte, faire une crise pour une chambre et ensuite essayer d'affamer un bébé à naître? Tu as oublié tes racines. Charmaine et Dieu ne bénit pas les comportements laids. Tante Martha a renchéri en arrière-plan. MHM. C'est vrai. Dis-lui Shirley. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Je me suis appuyé dans ma chaise moelleuse et j'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. L'ancienne Charmaine aurait paniqué. L'ancienne Charmaine aurait commencé à pleurer, en essayant de se défendre, expliquant désespérément le manque de respect que j'avais enduré au chalet. Je les aurais suppliés de comprendre ma version de l'histoire. Mais la femme assise dans ce pantouse de luxe en avait fini avec les explications auprès de parasites. J'ai laissé leur cœur de jugement résonner dans le téléphone pendant quelques instants avant que je ne parle enfin. Ma voix était calme, posée et complètement dépourvue d'émotion. J'ai dit, Tante Shirley, il est très intéressant que vous me fassiez la leçon sur le devoir familial et la charité chrétienne. Elle a soufflé et a dit, je suis ton aîné et j'ai tout à fait le droit de te corriger quand tu agis comme une petite peste égoïste et gâtée. Ta mère et ton père ont tout sacrifié pour que tu obtiennes cette éducation, et c'est comme ça que tu les remercies, en les laissant dans le besoin. J'ai souri froidement. Dans le besoin est un mot très fort, Tante Shirley. Mais puisque nous sommes sur le sujet de l'argent et de la charité chrétienne, parlons de novembre dernier. Vous souvenez-vous de novembre dernier, Tante Shirley? Vous souvenez-vous quand le toit de votre maison s'est effondré après cette grosse tempête? La ligne est devenue totalement silencieuse. La respiration lourde s'est arrêtée. Je pouvais presque imaginer le regard confus passant entre elle et ma mère. Shirley a finalement répondu, sa voix légèrement moins confiante. Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que mon toit a à voir avec le fait que tu manques de respect à ta mère? J'ai gardé mon ton parfaitement égal. Eh bien, Tante Shirley,
vous pleuriez à l'église parce que l'assurance ne couvrirait pas les dégâts des eaux. Vous aviez besoin de 5000 $ pour les entrepreneurs. Et soudain, un miracle s'est produit, n'est-ce pas? Ma mère Hélène vous a remis un chèque de banque pour exactement 5000 $. Elle vous a dit que c'était une bénédiction de son compte d'épargne parce que le Seigneur lui a dit de pourvoir aux besoins de sa sœur. Est-ce exact? Oui, c'est parce que ta mère est une vraie femme chrétienne qui prend soin de sa famille. Shirley a rétorqué, mais je pouvais entendre un léger tremblement d'hésitation dans sa voix. J'ai laissé échapper un rire doux et glacial. Tante Shirley, ma mère n'avait pas 5000 $ sur son compte d'épargne. Elle avait exactement 42,15 $. La nuit avant qu'elle ne vous donne ce chèque, elle m'a appelé en sanglotant hystériquement. Elle m'a supplié de transférer l'argent de mon fonds d'urgence personnel vers son compte. Elle m'a promis qu'elle me rembourserait par versement, ce qu'elle n'a bien sûr jamais fait. Ce chèque de banque que vous avez déposé ne venait pas d'Hélène. Il venait directement de la petite peste égoïste et gâtée à qui vous êtes en train de crier. Le silence à l'autre bout du téléphone était absolu. C'était si calme que je pouvais entendre le bourdonnement de leur réfrigérateur en arrière-plan. La grande tante Shirley, la boussole morale de la famille, était complètement stupéfaite jusqu'au silence. Sa précieuse sœur lui avait menti et utilisé mon argent pour acheter sa loyauté et ses louanges. Je ne l'ai pas laissé récupérer. J'ai poussé l'avantage. Alors, tante Shirley, puisque vous êtes si profondément préoccupée par mon bien-être spirituel et mes obligations familiales, je vais avoir besoin que vous transfériez ces 5000 $ directement sur mon compte avant la fin de la journée ouvrable. Vu que je suis une personne si terrible, je suis sûr que vous ne voulez pas vivre sous un toit payé avec mon argent sale. Charmaine, maintenant attendez une minute, tante Martha a commencé à dire, mais je l'ai coupée. Non, tante Martha. Vous, attendez une minute. Si vous voulez vous lancer dans cette conversation, je peux sortir le relevé bancaire montrant combien de vos dettes j'ai remboursé l'année dernière, aussi. Voulez-vous discuter des pneus que j'ai achetés pour votre voiture, ou devrions-nous nous en tenir au toit de Shirley? Personne n'a dit un mot. Le réseau des tantes avait été complètement désarmé. Toute leur fondation de supériorité morale était construite sur une montagne de mensonges que ma mère leur avait racontés pour couvrir le fait que je finançais toute leur vie. J'ai pris une profonde inspiration. Ressentant une poussée de puissance absolue, je m'adresse à la pièce silencieuse à travers le téléphone. Écoutez-moi très attentivement. La banque est fermée. La fondation de charité Charmaine est définitivement fermée. Si l'un d'entre vous m'appelle encore pour me faire la leçon sur ce que je dois à cette famille, je vais imprimer chaque transfert bancaire, chaque relevé de carte de crédit, et chaque prêt non remboursé, et je vais les agrafer sur le tableau d'affichage dans le hall de l'église. N'essayez jamais de me remettre à ma place à nouveau parce que vous vivez tous actuellement à mes frais. J'ai survolé mon doigt sur le bouton de fin d'appel et j'ai porté mon coup final. Passez une journée bénie, mesdames. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai jeté sur le canapé. Ma mère avait essayé d'envoyer ses singes volants pour me démolir, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était exposer ses propres mensonges massifs aux personnes même qu'elle essayait d'impressionner. Le réseau des tantes ne m'attaquerait plus. Elle se retournerait contre Hélène pour exiger la vérité. Je suis entré dans ma cuisine et j'ai versé une autre tasse de thé, me sentant plus légère que l'air. La première bataille avait été remportée sans défaut, et je savais que la guerre ne faisait que commencer. Le silence dans mon appartement était profond après avoir raccroché au nez de tante Shirley. J'avais neutralisé avec succès les singes volants de ma mère, et pour le reste de l'après-midi, mon téléphone n'a pas sonné une seule fois. J'ai passé la soirée à réviser des fichiers d'audit pour le travail et à profiter de la vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville alors que le soleil se couchait. C'était paisible, mais la paix quand on traite avec une famille toxique est généralement juste l'œil de l'ouragan. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification de mail sur mon téléphone. L'expéditeur était Hunter. La ligne d'objet était tapée entièrement en lettres capitales et disait avis formel d'intention de poursuivre un litige civil et rupture de contrat verbal. J'ai réellement fait une pause avec ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, j'ai ouvert l'email et je me suis assise à l'îlot de ma cuisine pour lire le chef-d'œuvre de délire qu'il m'avait envoyé. L'email était une combinaison stupéfiante d'arrogance de technophile et de terribles conseils juridiques qu'il avait clairement recueillis lors d'une rapide recherche Google. Il a commencé par déclarer qu'il m'écrivait en sa qualité de chef du trust familial.
Nous n'avions pas de trust familial. Mes parents étaient pratiquement en faillite et j'étais la seule à posséder de véritables actifs. Mais Hunter adorait utiliser des mots qui le faisaient paraître importants. Il a poursuivi en m'accusant de ce qu'il appelait une préclusion promissoire, promissory estoppel. Il a affirmé que, parce que je leur avais permis par le passé d'utiliser mes cartes de crédit, j'avais établi un précédent juridique de soutien financier. En gelant soudainement les comptes sans une période de transition corporative appropriée de 90 jours, j'aurais causé un préjudice irréparable à sa start-up et infligé une grave détresse émotionnelle à sa femme enceinte. Il a explicitement mentionné l'incident au salon de manucure, affirmant que mes actions étaient une campagne ciblée de maltraitance financière. J'ai lu le paragraphe suivant et j'ai littéralement ri aux éclats. Le son a résonné dans mon pantouse vide. Hunter exigeait que je dégèle immédiatement la carte Platinum et que je transfère une somme forfaitaire de $10 000 sur leur compte joint pour couvrir les dommages et les frais de consultation juridique. Il a déclaré que si je ne m'exécutais pas dans les 48 heures, il engagerait un avocat influent pour me poursuivre en justice pour rupture d'engagement financier verbal et me forcerait à payer une pension alimentaire à ma sœur. La stupidité pure et simple de son email était époustouflante. C'était un homme adulte vivant gratuitement dans un chalet qui m'appartenait, conduisant une voiture payée avec mon argent, mangeant des courses achetées avec mon crédit, et il menaçait de me poursuivre pour avoir coupé son allocation. Il croyait vraiment que, parce qu'il était un homme blanc avec une idée de start-up, il avait droit à la richesse de la femme noire qui faisait réellement le travail difficile. Il pensait pouvoir m'intimider avec du jargon juridique bidon. Je n'ai pas répondu à l'email. M'engager dans son délire ne ferait que lui donner l'attention dont il avait soif. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur imprimer et j'ai regardé mon imprimante sans fil produire une copie physique nette de sa tentative d'extorsion. J'ai pris une perforatrice à 3 trous et j'ai inséré les pages dans mon classeur de preuves qui ne cessait de grossir. Ce classeur allait être la pièce maîtresse quand je finirais par abattre le couperet sur eux tous. Mais lire son email a déclenché une démangeaison dans mon cerveau. C'était le même instinct qui me rendait si bonne dans mon travail d'auditrice financière senior. La fraude est rarement un incident isolé. Lorsqu'une personne est assez arrogante pour mettre une menace d'extorsion sans fondement juridique dans un email, elle cache généralement des péchés financiers bien plus importants dans l'ombre. Hunter se sentait beaucoup trop confiant. Il se sentait invincible, et l'invincibilité est la cause numéro 1 de la paperasserie bâclée. J'ai décidé que je devais creuser plus profondément, beaucoup plus profondément. Je me suis rassise devant mon ordinateur portable et j'ai fermé mes emails professionnels. J'ai ouvert une connexion de navigateur sécurisé et crypté et j'ai navigué vers mon portail de surveillance de crédit premium. Ce n'était pas le service de base gratuit que la plupart des gens utilisent pour vérifier leur score une fois par an. Il s'agissait d'un système de suivi médico-légal complet qui surveillait les 3 principaux bureaux de crédit ainsi que les systèmes de données alternatifs comme CheckSystem et LexisNexis. Il suivait chaque ping, chaque demande de renseignement simple et chaque adresse associée à mon numéro de sécurité sociale. J'ai tapé mon mot de passe maître et j'ai répondu à la demande d'authentification à 2 facteurs sur mon téléphone. Le tableau de bord s'est chargé, affichant mon score de crédit impeccable de 815. À première vue, tout semblait normal. Mon prêt immobilier était à jour, mes prêts étudiants étaient remboursés et mes lignes de crédit actives étaient en excellente santé. Mais un auditeur ne regarde pas le résumé. Un auditeur regarde les données brutes. J'ai demandé un rapport complet Trimerge, forçant le système à extraire simultanément les données les plus récentes, minute par minute, des 3 bureaux. La barre de progression s'est chargée lentement, analysant des milliers de points de données liés à mon identité. Je me suis penché en avant, posant mon menton sur mes mains, en regardant l'écran. Mon intuition me criait que Hunter avait laissé une trace. Un homme qui essaie de parler comme un avocat pour extorquer sa belle-sœur est exactement le genre d'homme qui pense être assez intelligent pour battre le système bancaire. Le rapport a finalement été généré. Il faisait 50 pages. J'ai téléchargé le PDF et j'ai commencé à faire défiler. J'ai ignoré les comptes actifs et je suis allé directement à la section intitulée Demande de renseignements rigoureuses, hard inquiry, et adresse nouvellement signalée. J'ai passé au peigne fin les lignes de texte, à la recherche de toute anomalie, toute divergence qui ne correspondait pas à ma propre activité financière. Mes yeux se sont fixés sur une section près du bas de la page 12. Il y avait 3 demandes de renseignements rigoureuses non autorisées sur mon dossier de crédit daté d'il y a exactement 2 semaines. L'une provenait d'une société de leasing d'équipement commercial. L'une provenait d'un prêteur en capital risque à haut risque,
et la troisième provenait d'une grande banque nationale. Mais ce n'était pas le pire. Sous la section des alias connus et des adresses associées, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Hunter n'avait pas seulement utilisé mes cartes de crédit. Il avait enregistré sa fausse start-up technologique en tant que société à responsabilité limitée, et il avait inscrit mon nom et mon numéro de sécurité sociale en tant que garant financier principal de l'entreprise. Il avait créé une entité corporative frauduleuse en utilisant ma réputation financière immaculée comme garantie. Il avait tendu un piège qui pouvait ruiner ma carrière, mon crédit et ma vie. Son email n'était pas juste de l'arrogance. C'était une distraction. Il essayait de me garder concentré sur une carte de crédit gelée et une facture de salon de manucure pendant qu'il volait activement mon identité au niveau corporatif. J'ai regardé l'écran brillant, les pièces de son pathétique puzzle criminel s'assemblant enfin dans mon esprit. Il pensait vraiment que j'étais juste une femme sans méfiance tapant sur un ordinateur. Il était sur le point de découvrir exactement ce qui se passe lorsque vous essayez de commettre une fraude financière contre une auditrice senior qui n'a absolument plus rien à perdre. J'ai fait défiler le document plus bas, analysant les eurodatages exacts des demandes. La demande de leasing d'équipement commercial était de 50 000 $. La demande du prêteur en capital risque était de 100 000 $. Il essayait systématiquement de drainer tout crédit disponible qu'il pouvait attacher à mon nom. J'ai recoupé l'adresse qu'il avait utilisée pour l'enregistrement de l'entreprise. C'était l'adresse du chalet. Mon chalet. Il utilisait ma propriété comme siège physique d'une entreprise frauduleuse enregistrée sous mon identité volée. La violation pure et simple de tout cela m'a envahi. Pendant des années, j'avais essayé d'être la bonne sœur, la belle-fille, le membre de la famille solidaire. J'avais compromis mon propre bonheur pour maintenir la paix. J'avais enduré leurs insultes, leurs remarques désobligeantes et leurs dénigrements constants. Et c'est ainsi qu'ils m'ont remercié. En tentant de m'assassiner financièrement pour qu'un homme médiocre puisse jouer le rôle d'un PDG à succès. Ma mère devait savoir. Il n'y avait aucun moyen que Hunter puisse obtenir ma carte de sécurité sociale et mon certificat de naissance sans qu'Hélène ne lui donne accès au coffre-fort inifugé qu'elle gardait dans son placard au chalet. Mes parents avaient activement participé à la remise de mon identité à un homme qui s'était déjà mis en faillite une fois. Ils étaient prêts à sacrifier tout mon avenir juste pour maintenir l'illusion que Jasmine avait épousé un pourvoyeur prospère. Je ne me sentais plus triste. La culpabilité résiduelle que j'avais ressentie à l'idée de les quitter avait complètement disparu. Elle a été remplacée par une clarté froide et calculatrice. Ils avaient fait passer cela d'un différend familial toxique à un crime financier fédéral. Hunter avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée. Il m'avait remis l'arme exacte dont j'avais besoin pour le détruire. J'ai attrapé mon carnet et un stylo. J'ai commencé à noter les dates, les montants et les noms des entités corporatives. Je n'étais plus Charmaine, la sœur rejetée. J'étais Charmaine, l'enquêtrice principale de l'audit le plus important de toute ma vie. J'allais construire un dossier si hermétique, si parfaitement documenté qu'aucun avocat dans le pays ne serait capable de le sauver. Hunter pensait pouvoir me menacer avec un faux procès. J'allais l'envoyer dans une prison fédérale. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant même que le soleil ne dépasse les toits de la ville. Mon esprit était tranchant comme un rasoir. J'ai versé un café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau. Les demandes de renseignements rigoureuses des prêteurs en capital risque et des sociétés de leasing d'équipement n'étaient que les hors-d'œuvre. Je connaissais assez Hunter pour savoir que son ego exigeait une injection massive de liquidité pour jouer le rôle du fondateur visionnaire de la technologie. Il ne s'arrêterait pas à 50 000 ou 100 000 $. Il voulait un trésor de guerre. En tant qu'auditrice senior, j'ai accès à des bases de données de titres immobiliers que la plupart des civils ne savent même pas qu'elles existent. Je me suis connecté au portail du greffier du comté pour le nord de l'État de New York où se trouvait le chalet familial. J'ai tapé mon numéro de parcelle de propriété et j'ai cliqué sur Rechercher. La base de données a renvoyé une liste de documents enregistrés attachés à ma propriété. Il y avait l'acte original de l'époque où je l'avais acheté après une saisie, il y a 5 ans. Mais juste au-dessus, avec un eurodatage d'il y a tout juste 3 jours, se trouvait un dépôt numérique en attente. C'était une demande de marge de crédit sur valeur domiciliaire, ELOC. Le montant du prêt demandé était stupéfiant, 200 000 $. J'ai cliqué sur l'image du document pour voir la demande numérisée. Mes yeux ont scanné les pages numériques et mon sang s'est transformé en glace absolue. Là,
imprimé en noir et blanc, se trouvait mon nom légal complet, Charmaine Elise Wilson. Sous les informations du demandeur figurait ma date de naissance correcte, mon numéro de téléphone actuel et mon numéro de sécurité sociale hautement confidentiel. Mais l'email de contact était une adresse générique que je ne reconnaissais pas, clairement créée juste pour cette escroquerie. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière page de la demande, la ligne de signature. Il y avait un tampon avec une signature numérique grossièrement falsifiée qui ne ressemblait absolument pas à mon écriture. Hunter avait demandé un prêt de $200 000 en utilisant mon identité, et il utilisait mon chalet comme garantie pour sécuriser la dette. Je me suis appuyé dans ma chaise et j'ai fixé l'écran. L'ampleur de la trahison m'a envahi comme un coup physique. Hunter était un idiot arrogant, mais il n'était pas un magicien. Il n'avait pas mémorisé ma carte de sécurité sociale. Il n'avait pas mes formulaires W2 précédents ou mes déclarations de revenus, qui étaient nécessaires pour faire passer une demande de cette taille par le processus de souscription. Il n'y avait qu'un seul endroit où ces documents existaient en dehors de mes propres fichiers sécurisés. Ils étaient dans le coffre-fort ignifugé lourd caché au fond du placard de la chambre principale de mes parents au chalet. La même pièce dont ils m'avaient violemment expulsé le week-end dernier. Hélène et Richard devaient lui avoir donné la combinaison. Ils devaient avoir physiquement remis mes documents financiers hautement sensibles au mari de ma sœur pour qu'il puisse commettre un vol d'identité. Mes propres parents m'avaient servi sur un plateau d'argent. Ils étaient prêts à risquer tout mon avenir financier, mon crédit impeccable et ma licence professionnelle juste pour que Hunter puisse faire semblant d'être un entrepreneur à succès. Ils l'ont probablement justifié dans leurs esprits tordus, pensant que je gagnais trop d'argent de toute façon, et qu'il était de mon devoir de financer la famille de leur enfant chéri. Ils ont probablement supposé que, comme j'étais une femme célibataire sans mari ni enfant, mon score de crédit n'était qu'un actif familial attendant d'être exploité. J'ai senti un rire monter dans ma gorge. Ce n'était pas un son joyeux. C'était le son de toute dernière parcelle de loyauté familiale mourant d'une mort soudaine. Ils m'avaient expulsé de ma propre maison, exigé que je leur paie un loyer, puis volé $200 000 contre ma propriété. L'audace était presque cinématographique. J'ai téléchargé le dossier complet de la demande et je l'ai enregistré sur mon disque crypté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le message texte que Hunter m'avait envoyé la veille, menaçant de me poursuivre pour rupture de contrat verbal. Tout cela n'était qu'un écran de fumée. Il essayait de me garder distraite et intimidée pour que je ne vérifie pas mon crédit pendant que le prêt passait par le processus de souscription. Il comptait sur le fait que je sois la fille docile et soumise qui ne ferait que pleurer et s'excuser. Mais Hunter a fait une erreur de calcul fatale. Il a choisi de commettre une fraude bancaire contre une femme dont toute la carrière est construite sur la détection des crimes financiers. Il pensait jouer à un jeu, mais il venait d'entrer dans une juridiction fédérale. Je savais comment fonctionnait la souscription bancaire. Une demande de $200 000 déclencherait une alerte de fraude automatique en raison de l'adresse email qui ne correspondait pas et du changement récent de ma résidence principale. La banque ne se contenterait pas de débloquer les fonds. Ils exigeraient une vérification téléphonique verbale du demandeur principal. Ils appelleraient mon téléphone portable pour vérifier les détails du prêt dans les 48 prochaines heures. Une personne normale, une victime, appellerait immédiatement la police. Elle déposerait une plainte pour vol d'identité et bloquerait le prêt avant que l'argent ne puisse être débloqué. La police se présenterait au chalet, poserait quelques questions, et mes parents mentiraient probablement en disant que c'était un malentendu. Hunter pourrait recevoir une tape sur les doigts ou une accusation mineure au niveau de l'état qu'il pourrait négocier en probation. Mais je ne voulais pas de probation. Je voulais une destruction totale et absolue. Je voulais qu'il soit dans un pénitencier fédéral, et je voulais que mes parents le regardent partir, sachant qu'il lui avait tendu la pelle pour creuser sa propre tombe. Pour que cela arrive, le crime devait être complet. L'argent devait traverser les frontières de l'État. Il devait être débloqué de l'institution de prêt vers son compte bancaire. Une fois que ce virement électronique aurait été compensé par le système de la réserve fédérale, cela deviendrait instantanément une mise en examen fédérale à plusieurs chefs d'accusation pour fraude électronique et fraude bancaire. Le Federal Bureau of Investigation ne fait pas de probation pour la fraude électronique. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai vidé mon café dans l'évier. Je n'avais pas besoin de caféine. L'adrénaline qui circulait dans mes veines suffisait à me garder éveillé pendant une semaine. J'ai sorti un carnet neuf et j'ai commencé à écrire un script pour moi-même. Je devais me préparer pour l'appel téléphonique de la banque.
Je devais sonner exactement comme une femme ravie de contracter un prêt massif contre sa propriété. J'ai passé le reste de la journée à répéter mes réponses, en m'assurant que mon ton était léger et coopératif. Hunter voulait une corde de $200 000 pour se pendre avec. J'allais nouer la corde pour lui. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi après-midi en plein milieu d'une réunion vidéo avec mes clients corporatifs. J'ai vu le numéro gratuit clignoter sur mon écran, et j'ai immédiatement su de qui il s'agissait. Je me suis poliment excusé de la réunion, j'ai coupé mon microphone et j'ai décroché mon téléphone portable. La voix à l'autre bout était professionnelle et complètement inconsciente du piège fédéral massif qu'il m'aidait à préparer. Il s'est présenté comme Michael, un souscripteur de la division des prêts sur valeur domiciliaire de la Banque nationale, où Hunter avait soumis sa demande frauduleuse. Il a demandé s'il parlait à Charmaine Elise Wilson. J'ai pris une lente inspiration, lissé ma jupe de créateur et répondu « Oui, c'est Charmaine à l'appareil. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Michael a expliqué qu'ils avaient reçu ma demande pour une marge de crédit de $200 000 garantie contre la propriété dans le nord de l'État de New York. Il m'a dit qu'en raison du montant important du prêt et du changement récent de mon adresse postale principale, leur système automatisé de détection des fraudes avait signalé le dossier pour une vérification de sécurité manuelle obligatoire. Il s'est excusé pour le désagrément et a demandé si j'avais quelques minutes pour répondre à certaines questions de sécurité pour prouver mon identité sur une ligne enregistrée. C'était le moment exact où toute victime normale de vol d'identité aurait paniqué. Elle aurait frénétiquement dit à Michael qu'elle n'avait jamais demandé de prêt et que quelqu'un essayait activement de voler son argent. Mais j'étais une auditrice. Je savais que si j'arrêtais le prêt maintenant, la banque refuserait simplement la demande, fermerait le dossier et enverrait une lettre de rejet générique à la fausse adresse email que Hunter avait créée. Hunter essaierait simplement ailleurs, et mes parents l'aideraient à cacher les preuves. Je ne voulais pas l'arrêter. Je voulais l'anéantir. J'ai souri même si Michael ne pouvait pas le voir et je lui ai dit que j'avais beaucoup de temps et que j'étais heureuse de coopérer avec la banque. Michael a commencé à me poser des questions hautement spécifiques que seule la vraie Charmaine connaîtrait. Il a demandé le nom du prêteur qui a financé mon prêt automobile en 2015. J'ai répondu correctement. Il a demandé le nom de la rue de l'appartement que j'ai loué pendant ma 2e année d'université. J'ai répondu correctement. Il m'a demandé de vérifier le montant exact de la taxe foncière que j'ai payée sur le chalet l'année dernière. En tant que professionnel de la finance, ma mémoire des chiffres est sans faille. Je lui ai donné le montant exact au dollar et au centime près sans hésitation. Michael semblait visiblement soulagé au téléphone. Il a ri et m'a dit que d'habitude, les gens ont du mal avec ces questions de sécurité, mais que j'étais incroyablement vive. Je lui ai dit que j'aimais simplement garder mes finances personnelles strictement organisées. Puis est venue la partie critique de la conversation. Michael a évoqué l'adresse email de contact figurant dans le dossier. Il a noté qu'elle ne correspondait pas à l'adresse email principale qu'ils avaient dans leur dossier pour mes autres comptes chèques. Il a demandé si la nouvelle adresse était correcte. J'ai gardé une voix tout à fait légère et décontractée. Je lui ai dit oui. J'ai configuré une adresse email distincte spécifiquement pour gérer les rénovations et les dépenses professionnelles liées au chalet, afin que ma boîte de réception personnelle ne soit pas encombrée. C'était un mensonge parfaitement raisonnable et Michael l'a accepté sans y réfléchir à 2 fois. Enfin, il a atteint les détails du décaissement. C'était le seuil juridique entre une tentative de crime et un crime fédéral consommé. Michael a lu le numéro de routage et le numéro de compte vers lesquels les $200 000 devaient être transférés. Il m'a demandé de confirmer qu'il s'agissait de mon compte chèque joint et que j'autorisais pleinement le déblocage immédiat des fonds dès l'approbation finale du prêt. J'ai reconnu les numéros instantanément. C'était le compte que mes parents partageaient avec Hunter. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ma mère me disant que j'étais égoïste. J'ai imaginé mon père jetant les clés de ma voiture sur le sol. J'ai imaginé Hunter démontant mon lit et me disant qu'une femme célibataire ne méritait pas une suite parentale. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé la ville tentaculaire sous mon pantouse et j'ai parlé clairement dans le combiné. Oui, Michael, j'autorise complètement le virement vers ce compte exact. Veuillez traiter le financement dès que possible. Michael m'a remercié pour mon temps et m'a dit que les fonds seraient disponibles sur le compte d'ici lundi matin. Nous avons échangé des politesses et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon comptoir de cuisine en marbre et j'ai poussé un long soupir lent. C'était fait. Le piège n'avait pas seulement été tendu.
Il avait été verrouillé de façon permanente. Aux yeux du gouvernement fédéral, la fraude électronique se produit exactement à la milliseconde près où les fonds frauduleux franchissent les frontières des États via un réseau de télécommunications ou un système bancaire. En permettant à la banque d'approuver le prêt et d'initier le virement, j'avais officiellement laissé Hunter commettre une infraction fédérale grave en vertu du titre 18 du Code des États-Unis. Le Federal Bureau of Investigation ne se soucie pas des drames familiaux ou de qui a dit quoi lors d'un dîner du dimanche. Il ne se soucie que des pistes documentaires, des virements bancaires et des signatures falsifiées. Hunter venait de générer les trois de manière spectaculaire. J'ai passé le reste du week-end en toute tranquillité. J'ai commandé des sushis coûteux, pris de longs bains et suis allé faire du shopping pour une nouvelle paire de chaussures de marque. Je n'ai pas consulté le chat de groupe de ma famille et je n'ai pas regardé les réseaux sociaux de Jasmine. J'ai simplement laissé le temps s'écouler jusqu'au lundi matin. Lorsque lundi est enfin arrivé, je me suis connecté à mon portail de suivi de crédit. C'était là. Un énorme privilège de $200 000 était désormais officiellement attaché à l'acte de propriété de mon chalet, et le solde disponible sur la ligne de crédit était totalement épuisé. Hunter n'avait même pas attendu une journée entière. Dès que les fonds ont atteint le compte joint, il a vidé la totalité des $200 000 pour financer sa délirante entreprise technologique et acheter tous les articles de luxe dont Jasmine se plaignait. Il avait officiellement volé $250 000 en utilisant mon nom et mes parents l'avaient aidé à le faire. Ils ont probablement organisé un dîner de célébration. Ils ont probablement porté un toast à leur propre génie, pensant qu'ils avaient assuré leur avenir financier en utilisant la cote de crédit de la fille qu'ils méprisaient. Ils n'avaient aucune idée que j'étais assise dans mon penthouse, téléchargeant méticuleusement chaque confirmation de virement, chaque document falsifié et chaque journal de signature numérique. J'assemblais un dossier à l'épreuve des balles qui déchireraient leur vie avec une précision chirurgicale. En tant qu'auditeur, je savais que les enquêtes sur la fraude pouvaient parfois prendre des mois à monter. Mais parce que je faisais tout le travail préparatoire pour les agents fédéraux, j'allais leur remettre une affaire emballée dans un joli petit nœud. Il n'y aurait pas besoin d'assignation pour savoir où l'argent était allé parce que j'avais déjà les numéros de compte. Il n'y aurait pas besoin de prouver l'usurpation d'identité car j'avais les horodatages exacts des demandes. Hunter pensait être un génie, mais il avait laissé une empreinte numérique si massive et si évidente qu'un étudiant en comptabilité de première année aurait pu le démasquer. Ma mère et mon père étaient tout aussi coupables pour lui avoir fourni mes documents d'identité personnelle depuis leur coffre-fort. La loi considère cela comme une conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Ils allaient tous tomber ensemble, liés par leur cupidité et leur méprise absolue pour moi. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai souri. Le jeu de l'attente était terminé, et maintenant il était temps de les laisser dépenser l'argent volé. 2 semaines se sont écoulées depuis que le virement a été effectué avec succès sur leur compte joint. J'ai passé ces 14 jours à vivre dans une tranquillité absolue tout en construisant simultanément l'affaire de fraude la plus complète que le gouvernement fédéral ait jamais vue. Je ne les ai pas contactés et ils ne m'ont pas contacté. Ils étaient trop occupés à nager dans leur richesse nouvellement acquise pour même penser à la fille qu'ils avaient trahie. L'illusion de leur succès a commencé à se manifester exactement comme je savais qu'elle le ferait. Cela a commencé un mardi matin lorsque j'ai ouvert mes réseaux sociaux. Jasmine était toujours prévisible. Toute sa vie était construite sur la présentation d'une image de luxe sans faille qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. Maintenant armée de Hunter et $250 000 volés, elle est allée complètement trop loin. La première publication était une vidéo hautement produite sur son fil Instagram. Elle se tenait dans l'allée du chalet, vêtue d'une robe de maternité de créateur, tenant un énorme bouquet de roses. À côté d'elle, brillant sous le soleil du matin, se trouvait un tout nouveau Range Rover blanc avec un nœud rouge géant sur le capot. Hunter se tenait fièrement à côté d'elle, vêtu d'un costume sur mesure, ressemblant au pourvoyeur ultime. La légende de sa vidéo m'a fait rire aux éclats dans mon appartement calme. Elle disait: quand ton mari travaille sans relâche pour bâtir son empire et récompense sa femme enceinte avec la voiture de ses rêves, Dieu est si bon et vrai. Les bénédictions suivent toujours ceux qui sont généreux et gentils. J'ai fait une capture d'écran et j'ai enregistré la vidéo sur mon disque crypté. C'était une belle voiture, mais je savais pertinemment qu'on n'achète pas un Range Rover en espèces sans laisser une trace écrite massive. Hunter avait pris l'argent du prêt et en avait immédiatement vidé une grande partie dans un actif qui se déprécie juste pour flatter son propre ego. Il ne s'est pas arrêté à la voiture. Plus tard dans la semaine, Hunter a publié une photo d'un nouvel espace de bureau élégant qu'il avait loué dans un immeuble de coworking branché du centre-ville.
Le bureau était couvert de nouveaux ordinateurs portables coûteux, de doubles écrans et d'équipements photo haut de gamme pour son soi-disant podcast. Il a légendé, au travail au nouveau siège. De grandes choses arrivent pour la start-up. Reconnaissant pour le financement de démarrage qui permet à ma vision de prendre vie. Il jouait au PDG avec de l'argent volé. Quelques heures plus tard, ma mère a décidé que c'était à son tour d'exhiber leur victoire volée. Hélène a publié une série de photos depuis le terminal international de l'aéroport. Elle et mon père Richard étaient assis dans le salon exclusif de première classe. Hélène tenait une coupe de champagne en cristal et Richard portait une nouvelle montre coûteuse que je ne lui avais certainement jamais achetée. Il se dirigeait vers des vacances de luxe de 2 semaines aux Bahamas. La légende d'Hélène était encore plus transparente que celle de Jasmine. Elle a écrit « En route vers le paradis pour une pause bien méritée avec mon merveilleux mari. La famille, c'est la loyauté et se soutenir mutuellement contre vent et marée. Les bénédictions ne viennent pas aux personnes égoïstes qui tiennent l'argent au-dessus de la tête de leur propre sang. Tellement reconnaissante pour l'abondance dans nos vies en ce moment. Je me suis assise à mon îlot de cuisine et j'ai lu cette légende encore et encore. Les bénédictions ne viennent pas aux personnes égoïstes. Ma mère avait physiquement remis ma carte de sécurité sociale à mon beau-frère afin qu'il puisse commettre une usurpation d'identité et voler 200 000 $ sur ma maison. Elle buvait actuellement du champagne de première classe payé par ce crime fédéral exact. Pourtant, dans son esprit tordu, j'étais celle qui était égoïste parce que je refusais de continuer à payer ses courses. Le niveau de dissonance cognitive était stupéfiant. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient les victimes vertueuses et que cet argent volé était une sorte de récompense divine pour m'avoir supporté. Je me suis connecté au portail bancaire où la ligne de crédit sur valeur domiciliaire était hébergée. Comme le prêt était légalement à mon nom, j'avais un accès administratif complet au tableau de bord. Je pouvais voir chaque transaction en temps réel. J'ai regardé Hunter transférer 80 000 $ à un concessionnaire de voitures de luxe. J'ai regardé 15 000 autres dollars aller à une agence de voyage haut de gamme pour le voyage de mes parents aux Bahamas. Il y avait des frais pour des restaurants coûteux, des vêtements de bébé de créateurs et des milliers de dollars retirés en espèces. Chaque fois qu'ils utilisaient cette carte de débit, ils ajoutaient une autre couche à leur inculpation fédérale. La fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. L'usurpation d'identité aggravée entraîne une peine consécutive minimale obligatoire de 2 ans. Et la fraude bancaire est passible d'une peine maximale de 30 ans. Hunter traitait mon profil de crédit comme sa tirelire personnelle, ignorant totalement qu'il était menacé de décennies dans un pénitencier fédéral. Je ne me sentais pas en colère en regardant le solde du compte s'effondrer. J'éprouvais un sentiment profond de justice. Pendant 35 ans, j'avais été celle qui était responsable. J'avais étudié tard dans la nuit. J'avais travaillé 80 heures par semaine au cabinet d'audit. J'avais sacrifié ma propre vie personnelle pour m'assurer qu'il ne manque jamais de rien. J'avais acheté ce chalet pour leur éviter de se retrouver sans abri. Et leur réponse à mon sacrifice de toute une vie a été de me traiter comme une machine jetable et de me mettre à la porte dès que je les ai dérangés. C'était leur vrai caractère en pleine exposition. C'étaient des parasites. Ils ne voulaient pas construire leur propre richesse. Ils voulaient juste voler la mienne. J'ai imprimé les relevés bancaires en mettant en évidence chaque transaction frauduleuse. J'ai fait correspondre les dates des achats de luxe avec les dates de leur publication sur les réseaux sociaux. Je construisais une chronologie qui rendrait le travail d'un procureur fédéral incroyablement facile. L'illusion de la richesse est une drogue puissante. Elle rend les gens arrogants paresseux. Hunter était tellement concentré sur l'apparence d'un fondateur de technologie prospère qu'il n'a même pas pris la peine de couvrir ses traces. Il n'a pas utilisé de compte offshore ou de société écran. Il a juste transféré l'argent directement sur son compte chèque personnel et a commencé à acheter des voitures. Il pensait que parce que c'était la famille, je n'appuierais jamais réellement sur la détente pour les dénoncer. Il pensait que le pire scénario absolu était que je le découvre et que nous ayons une dispute bruyante lors d'un dîner de fête. Il n'a pas compris que j'avais déjà enterré la sœur qu'il pensait connaître. La Charmaine qui pleurait et leur pardonnait est morte le jour où ils ont démonté mon lit et m'ont mise à la porte de ma propre maison. La femme assise dans ce pantouse était une auditrice financière principale examinant une pile massive de preuves irréfutables. J'ai mis à jour mon dossier du Federal Bureau of Investigation avec les nouveaux relevés bancaires et les captures d'écran des réseaux sociaux. L'affaire brillait pratiquement d'intention criminelle. Je me suis versé un verre de vin coûteux et j'ai regardé les lumières de la ville.
Laissez-les profiter des Bahamas. Laissez Jasmine conduire son Range Rover en ville. Laissez Hunter faire semblant d'être le roi du monde. Plus ils grimpaient dans leur illusion de richesse, plus le béton allait paraître dur lorsqu'ils s'écraseraient finalement contre la réalité. Et j'allais m'assurer que le monde entier regarderait quand la chute arriverait. Le matin, après avoir compilé les pièces finales du dossier fédéral de fraude électronique, mon téléphone a vibré avec un appel entrant d'un numéro inconnu. J'ai reconnu l'indicatif régional comme appartenant à la société d'immobilier commercial à qui j'avais vendu le chalet. C'était Marcus, le directeur principal des acquisitions. Sa voix n'avait pas le ton fluide et confiant d'un courtier prospère aujourd'hui. Il semblait frénétique et totalement dépassé. Il m'a demandé de venir à son bureau immédiatement, déclarant qu'il y avait un problème critique avec le transfert de titre de la propriété. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement enfilé mon costume sur mesure, saisi ma mallette en cuir et appelé un service de voiture pour m'emmener au centre-ville. Lorsque je suis entré dans son vaste bureau d'angle, Marcus faisait les 100 pas derrière son lourd bureau en acajou. Il avait une épaisse pile de papier à la main et il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Il m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir moelleux en face de lui. Il a laissé tomber les papiers sur le bureau et s'est penché en avant, posant ses mains sur le bois. Il m'a dit que son équipe juridique avait effectué une dernière mise à jour automatisée du titre hier après-midi juste pour s'assurer que la propriété était complètement libre avant d'envoyer les équipes de démolition la semaine prochaine. Il a dit qu'une toute nouvelle ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 200 000 $ était soudainement apparue dans les registres du comté, attachée directement au chalet. Marcus m'a regardé avec un mélange de suspicion et de panique absolue. Il a dit, « Sharma, vous avez signé un contrat juridiquement contraignant stipulant que cette propriété vous appartenait seule, libre et sans charge. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'autres privilèges ou charges. Si vous avez contracté un prêt secret juste avant la clôture, tout cet accord est nul, et mon cabinet vous poursuivra pour rupture de contrat et dommages financiers graves. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai calmement ouvert ma mallette et j'en ai sorti un dossier manille immaculé. Je l'ai posé sur son bureau juste à côté de sa pile de paperasse paniquée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Marcus, je n'ai pas contracté ce prêt. Mon beau-frère a contracté ce prêt en utilisant mon numéro de sécurité sociale volé et mes parents l'ont aidé à le faire. » Marcus a cessé de respirer pendant une seconde. Il m'a fixé, complètement stupéfait. Il s'est effondré dans sa chaise de bureau. Il a demandé comment une telle chose était même possible et pourquoi mes propres parents permettraient à un homme de voler de l'argent sur une propriété qu'ils avaient l'habitude de posséder. Je me suis adossé dans la chaise en cuir et j'ai décidé qu'il était temps de déterrer le passé. Je lui ai dit que pour comprendre la fraude, il devait comprendre exactement ce qui s'était passé il y a 5 ans. J'ai expliqué que mes parents, Richard et Hélène, avaient toujours été férocement obsédés par leur image sociale. Ils voulaient que tout le monde à leur église et dans notre quartier aisé pense qu'ils étaient riches et prospères. Ils achetaient des voitures de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils organisaient des fêtes somptueuses et ils prenaient des vacances coûteuses à crédit. Finalement, la dette massive les a rattrapés. Il y a 5 ans, ils ont complètement fait défaut sur le prêt hypothécaire du chalet. Ils avaient épuisé tout le capital et la banque leur avait envoyé un avis final de saisie. La propriété devait être vendue aux enchères publiques dans moins de 30 jours. J'ai raconté à Marcus comment ma mère m'avait appelé en pleurant, non par regret ou responsabilité, mais par simple gêne. Elle était terrifiée à l'idée que le réseau ANT et les membres de l'église découvrent qu'ils étaient en fait fauchés. Mon père était trop fier pour demander de l'aide directement, alors il restait en arrière-plan en faisant des commentaires passifs-agressifs sur la façon dont l'économie l'avait ruiné et comment personne ne respectait son travail acharné. Je commençais tout juste en tant qu'auditrice principale, gagnant un argent incroyable pour mon âge. Je suis intervenu pour les sauver de l'humiliation publique totale. J'ai payé les arriérés massifs en espèces et j'ai réglé le solde hypothécaire restant directement avec la banque. Marcus a écouté attentivement, les yeux grands ouverts. Il a demandé comment j'avais fini avec le titre si je venais de payer leur prêt pour eux. J'ai souri d'un sourire très froid et calculateur. Je lui ai dit que j'étais auditrice et que je ne faisais jamais de mauvais investissements. Je savais que si je payais simplement le prêt, mes parents utiliseraient immédiatement à nouveau la maison comme levier et finiraient dans la même position exactement en 1 an. Donc, j'ai fait rédiger par mon avocat immobilier un acte de cession. J'ai apporté les documents au chalet et je les ai placés devant eux à la table de la salle à manger.
Je leur ai dit que pour que je puisse satisfaire la dette bancaire, ils devaient signer les documents pour m'ajouter aux documents financiers. Mon père a arraché le stylo de ma main. Il n'a même pas pris la peine de lire les caractères gras en haut de la page qui disaient clairement « Acte de cession ». Il a juste grogné sur le fait que j'étais ingrate de leur faire signer des documents après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Il a signé son nom avec une fioriture, agissant comme s'il me rendait un énorme service. Hélène a signé juste en dessous de lui sans perdre une seconde, se plaignant du fait que le stress de la paperasse gâchait son après-midi. Ils étaient si incroyablement arrogants et financièrement illettrés qu'ils ont légalement signé 100% de leur propriété dans ce chalet sans lire un seul paragraphe. Pendant 5 ans, ils ont vécu là, sans loyer, paradant comme s'ils possédaient toujours l'endroit simplement parce que je ne les ai jamais corrigés. Je les ai laissés garder leur fierté fragile pendant que je détenais tranquillement le pouvoir juridique absolu sur le toit au-dessus de leur tête. Marcus a laissé échapper un sifflement bas, secouant la tête d'incrédulité. Il a dit qu'ils avaient signé tout leur domaine parce qu'ils étaient trop fiers pour lire les petits caractères. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que c'était exactement cela. Et parce qu'il croyait toujours qu'il possédait la propriété, il pensait qu'il était parfaitement sûr de donner mon numéro de sécurité sociale à mon beau-frère afin qu'il puisse obtenir un prêt de démarrage contre la maison. Ils ont supposé que j'étais simplement co-signataire de leur hypothèque imaginaire. Ils n'avaient aucune idée qu'il l'aidait à commettre une fraude électronique fédérale contre l'unique propriétaire légal de la propriété. Marcus a pointé du doigt les documents sur son bureau. Il a demandé ce que cela signifiait pour la transaction immobilière et le nouveau privilège. Il a dit que la compagnie d'assurance titre ne validerait jamais la démolition avec une charge de $200 000 figurant dans les dossiers du comté. J'ai ouvert le dossier manille que j'avais placé sur son bureau. J'ai fait glisser une lettre sur le bois poli. Elle était sur l'entête officielle de la division d'enquête sur la fraude des banques nationales. J'ai dit à Marcus de lire le 2e paragraphe. Il a pris le papier et l'a lu en silence. Ses épaules se sont visiblement détendues et un sourire sincère s'est étendu sur son visage. J'ai expliqué que parce que j'avais documenté les adresses IP exactes, les fausses signatures et les destinations des virements électroniques, la banque avait déjà terminé son enquête préliminaire sur la fraude. Ils avaient officiellement qualifié le prêt de vol d'identité criminelle. La lettre garantissait que la banque était en train de supprimer complètement le privilège du titre de propriété et de transférer la dette de $200 000 directement sur le profil personnel de Hunter en tant que responsabilité non garantie et frauduleuse. Le titre de propriété serait complètement nettoyé d'ici vendredi après-midi. Marcus a posé la lettre et m'a regardé avec un sentiment de respect renouvelé. Il a dit, « Charmine, vous êtes la femme terriblement efficace la plus impressionnante que j'ai jamais rencontrée de toute ma carrière. » Il a demandé si les occupants actuels savaient que la maison avait été vendue et que le Federal Bureau of Investigation montait probablement un dossier contre eux. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste de costume. Je lui ai dit qu'ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils étaient actuellement aux Bahamas en train de dépenser l'argent volé, et ils venaient de m'inviter à un barbecue massif dans leur jardin ce dimanche pour exhiber leurs fausses richesses. J'ai demandé à Marcus si ses équipes de démolition et d'expulsion étaient toujours prévues pour arriver lundi matin. Il s'est levé et m'a serré la main fermement. Il m'a promis que le shérif du comté serait là avec l'ordre d'expulsion définitif exactement à 9 h du matin lundi. Il a dit que la société de développement avait engagé une équipe de sécurité privée spécialisée pour aider le shérif à déplacer tous les effets personnels sur le trottoir dans un délai de 60 minutes. Les bulldozers seraient garés juste au bout de la rue, moteur au ralenti, attendant le signal pour abattre toute la structure jusqu'à ses fondations. Je l'ai remercié pour son temps, j'ai pris ma mallette et je suis sorti du bureau. Le passé était complètement déterré. Le titre était clair et le décor était parfaitement planté pour le barbecue du dimanche le plus dévastateur que ma famille ait jamais connu. Je suis sorti du bureau de Marcus et j'ai senti l'air frais de la ville frapper mon visage. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Le reste de la semaine s'est déroulé avec une lenteur atroce, mais je me suis occupé en auditant des comptes d'entreprise et en finalisant ma propre transition financière personnelle. Le vendredi matin est enfin arrivé. C'était le jour de la clôture légale officielle, le jour où l'encre physique qui me liait à ma famille toxique serait complètement coupée. Je me suis habillé méticuleusement pour l'occasion, portant un costume anthracite sur mesure qui projetait une autorité absolue. Je suis arrivé à l'imposant bâtiment en verre de la société de séquestrés de titres exactement à 10 h du matin. Une réceptionniste m'a escorté dans une immense salle de conférence exécutive avec une vue imprenable sur le port.
Marcus était déjà là, assis au bout d'une longue table en acajou aux côtés de son équipe d'avocats en droit immobilier d'entreprise. Ils avaient l'air soulagés de me voir. Marcus s'est levé et a fait glisser une copie fraîchement imprimée du rapport de titre du comté sur la table. Il a pointé la section inférieure. La banque avait entièrement tenu parole. La ligne de crédit hypothécaire frauduleuse de 200 000 $ que Hunter avait contractée était complètement effacée du profil de la propriété. Les enquêteurs fédéraux avaient nettoyé le titre et transféré la dette massive directement sur le numéro de sécurité sociale personnel de Hunter en tant que responsabilité frauduleuse non garantie. La propriété m'appartenait à nouveau, libre et claire. L'avocat principal a placé une pile de documents juridiques de 2 pouces d'épaisseur devant moi. Il m'a tendu un stylo en métal lourd. J'ai pris une inspiration lente et profonde en regardant le papier blanc immaculé. Au cours des 20 dernières années, ce chalet avait été le centre de mon univers. C'était là que nous passions chaque fête où l'on me rappelait constamment que je n'étais pas aussi jolie ou aussi spéciale que Jasmine. C'était la maison pour laquelle j'avais vidé mes économies afin de la sauver de la saisie, juste pour être traitée comme une locataire indésirable. J'ai signé mon nom sur la première page, l'acte de garantie. Avec ce trait d'encre, j'ai renoncé à toutes les revendications légales sur le terrain. J'ai tourné la page suivante et j'ai signé la déclaration de clôture. J'ai tourné à nouveau et j'ai signé l'accord de possession immédiate. Chaque signature ressemblait à une lourde chaîne se détachant de mes chevilles. Je ne vendais pas seulement un bien immobilier. Je vendais la prison psychologique que mes parents avaient construite pour moi. J'ai signé le document qui transférait légalement 100% des droits de propriété à la société de développement commercial. J'ai accepté les conditions selon lesquelles les nouveaux propriétaires avaient le droit absolu d'expulser tout occupant actuel sans préavis standard car les occupants étaient légalement classés comme squatteurs non autorisés. Après avoir appuyé le stylo sur la dernière page, Marcus a souri et a fait un signe de tête à son directeur financier assis au bout de la table. L'homme a ouvert son ordinateur portable, a tapé un code d'autorisation sécurisé et a appuyé sur Entrée. La pièce est restée complètement silencieuse pendant environ 3 minutes. Puis mon téléphone portable a vibré sur la table en bois poli. Je l'ai pris et j'ai ouvert mon application bancaire sécurisée. J'ai regardé l'écran. Le solde de mon compte venait d'augmenter de 850 000 $. Le virement électronique avait été validé instantanément. Ce n'était pas une dette de carte de crédit. Ce n'était pas un prêt frauduleux volé à un membre de la famille. C'était de l'argent liquide pur que j'avais gagné grâce à un brillant investissement immobilier. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai fait glisser dans ma poche. Je me suis levé, j'ai serré la main de Marcus et de son équipe juridique, et je suis sorti de la salle de conférence, une femme complètement libre. Je suis sorti dans la rue animée de la ville et j'ai hélé un service de voiture privée. Dimanche n'était que dans 2 jours. Hélène m'avait invité à ce barbecue massif dans le jardin pour qu'ils puissent parader leurs richesses volées devant le quartier et m'humilier une dernière fois. Ils s'attendaient à ce que je me présente dans la berline raisonnable à 4 portes que je conduisais depuis des années, ressemblant à la sœur vaincue et solitaire qui voulait désespérément être autorisée à revenir dans le cercle familial. J'ai dit au chauffeur de m'emmener au quartier des voitures de luxe du centre-ville. Si je devais assister à une célébration de fausses richesses, je devais arriver dans une démonstration de pouvoir absolu et incontesté. La voiture s'est arrêtée devant le showroom en verre élégant de la concession Porsche de premier plan. Je suis entré à l'intérieur et l'odeur du cuir de qualité supérieure et du métal poli a rempli l'air. J'ai ignoré les modèles d'entrée de gamme et je me suis dirigé directement vers une toute nouvelle Porsche Cayenne Turbo noire personnalisée posée sur le sol du showroom. Elle était agressive, élégante et incroyablement intimidante. Le vendeur s'est précipité, prêt à me faire son discours rodé sur le financement et les conditions de location. Je l'ai arrêté avant même qu'il ne puisse commencer. Je lui ai dit que je voulais le véhicule exactement tel qu'il était sur le sol et que je payais en totalité aujourd'hui par virement bancaire instantané. Le vendeur était stupéfait, mais en 2 heures, la paperasse était terminée et les clés étaient entre mes mains. J'ai conduit ma nouvelle Porsche hors de la concession et je me suis inséré sur l'autoroute, retournant à mon Montpentouse. Le moteur rugissait avec une puissance calme et raffinée. J'ai pensé à Jasmine enregistrant des vidéos avec son Range Rover acheté avec de l'argent volé qui était sur le point d'envoyer son mari en prison fédérale. J'ai pensé à mes parents revenant des Bahamas aujourd'hui, descendant d'un avion, complètement inconscients que le sol sous leurs pieds avait déjà disparu. Ils allaient retourner à un chalet qui appartenait à une société de démolition.
Le samedi fut une journée de préparation parfaite et tranquille. Je n'ai pas quitté mon Penthouse. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et j'ai organisé ma mallette en cuir. J'ai imprimé une copie fraîche de l'acte de cession, prouvant qu'il m'avait cédé la maison il y a 5 ans. J'ai imprimé les lettres de la Banque fédérale détaillant la fraude électronique de Hunter. J'ai tout arrangé dans un ordre chronologique. Les pièces étaient maintenant parfaitement en place. Le piège était entièrement réglé et armé. Tout ce que j'avais à faire était de me présenter à la fête et de les regarder appuyer eux-mêmes sur la gâchette. Le dimanche matin s'est levé avec un ciel bleu clair et l'air vif du début de l'automne. Je me suis réveillé tôt en ressentant un profond sentiment de calme. Il n'y avait aucune anxiété dans ma poitrine, aucune culpabilité persistante concernant la loyauté familiale. La Charmaine qui se faisait toute petite pour les mettre à l'aise était morte et enterrée. J'ai préparé une tasse de café fraîche et j'ai regardé la ville se réveiller sous les fenêtres de mon Penthouse. Mon téléphone a vibré sur le comptoir en marbre. C'était un message texte d'Hélène. Elle était rentrée de ses vacances aux Bahamas tard la nuit dernière et n'avait pas perdu une seconde pour essayer de réaffirmer sa domination sur moi. J'ai pris le téléphone et j'ai lu son message. C'était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. Charmaine, le barbecue commence à 14 h, a-t-elle écrit. Nous organisons un service traiteur complet pour célébrer l'énorme succès commercial de Hunter et notre beau voyage. Tante Shirley et tous les anciens de l'église seront là. Je m'attends à ce que tu te présentes et que tu t'excuses pour ton comportement récent. Il est temps pour toi de voir à quel point nous réussissons incroyablement bien sans ton contrôle financier. Peut-être que voir le bonheur de Jasmine t'apprendra à être une sœur solidaire plutôt qu'une étrangère amère. Ne m'embarrasse pas en restant loin. J'ai relu le texte et j'ai souri d'un sourire froid et sincère. Elle me suppliait pratiquement de venir assister à leur triomphe. Elle voulait un public pour sa fausse royauté. Elle voulait que je me tienne dans le coin de mon propre jardin en me sentant petite et vaincue pendant qu'il paradait avec de l'argent volé. J'ai tapé une réponse d'un seul mot. Compris ? J'ai passé les 2 heures suivantes à me préparer. Si je devais assister à une exécution, j'allais m'habiller comme le bourreau. J'ai choisi un chemisier en soie vert émeraude sur mesure qui contrastait parfaitement avec ma peau et je l'ai associé à un pantalon large à la coupe nette. J'ai porté mes talons de créateur les plus chers, ceux qui claquent avec une autorité absolue sur les planchers de bois franc. J'ai attaché mes cheveux dans un style impeccable et élégant et j'ai appliqué mon maquillage avec une précision militaire. Je me suis regardé dans le miroir pleine longueur. J'avais l'air cher, intouchable et complètement hors de leur portée. J'ai pris ma mallette en cuir contenant l'acte de cession, les lettres de la Banque fédérale et les dossiers de saisie. Je suis sorti de mon Penthouse et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au garage. Le trajet hors de la ville et vers les montagnes était généralement stressant pour moi parce que je redoutais les abus émotionnels qui m'attendaient au bout de la route. Mais aujourd'hui, le trajet était glorieux. Le moteur de ma nouvelle Porsche Cayenne Turbo noir ronronnait sous moi, dévorant sans effort les kilomètres d'autoroute. L'intérieur sentait le cuir neuf et riche. Cette voiture a été achetée entièrement avec de l'argent gagné en vendant le terrain même sur lequel il faisait la fête actuellement. Chaque kilomètre que je parcourais les rapprochait de leur ruine absolue. J'ai tourné dans la rue familière bordée d'arbres qui menait au chalet. La route était absolument bondée. Hélène n'avait pas exagéré quand elle avait dit que c'était un barbecue massif. Les voitures étaient garées de chaque côté de la rue, s'étendant tout autour du cul-de-sac. J'ai reconnu la berline démodée de Tante Shirley et les SUV de divers anciens de l'église et voisins. Ils avaient invité tous ceux à qui ils pouvaient penser pour témoigner de leur richesse retrouvée. J'ai conduit lentement dans la rue en cherchant une place pour me garer. Juste au bout de l'allée, à côté du Range Rover blanc criard de Jasmine, se trouvait une place vide. Il l'avait probablement laissée libre pour que Hunter puisse exposer son prochain achat de luxe imaginaire. J'ai dirigé la Porsche dans l'espace, en me garant parfaitement. Les lignes élégantes et agressives de la Cayenne noire faisaient ressembler le Range Rover à un jouet en plastique bon marché en comparaison. J'ai coupé le moteur et j'ai pris une profonde inspiration. À travers les vitres teintées, je pouvais voir des groupes de voisins debout sur la pelouse, tenant des gobelets en plastique et mangeant du barbecue préparé par un traiteur. Certains d'entre eux ont tourné la tête pour regarder la nouvelle Porsche, se demandant clairement quel investisseur fortuné Hunter avait invité à la fête. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que ce soit moi. J'ai ouvert la lourde portière de la voiture et je suis descendu sous le soleil de l'après-midi.
Le claquement de mes talons sur le trottoir a immédiatement attiré l'attention d'un groupe de dames de la chorale de l'église debout près de la boîte aux lettres. Leurs yeux se sont élargis en voyant mon apparence. Elles ont regardé du chemisier en soie impeccable jusqu'aux chaussures de créateur, puis sont remontées vers la toute nouvelle Porsche. Ce n'était pas le récit qu'Hélène leur avait vendu. Hélène avait dit à tout le monde que j'étais indigente, isolée et vautrée dans la misère parce que ma famille avait finalement tenu tête à mon contrôle toxique. En me regardant maintenant, elles ont réalisé que l'histoire ne correspondait pas à la preuve visuelle. Je ne les ai pas saluées. J'ai simplement ajusté ma prise sur ma mallette en cuir et j'ai remonté la longue allée de gravier vers le jardin. Le son de la musique forte et des rires dérivaient par-dessus la clôture en bois. Je pouvais sentir la poitrine et les côtes coûteuses du traiteur. Il n'avait absolument rien épargné, utilisant mon identité volée pour nourrir tout le voisinage. J'ai poussé le lourd portail en bois et j'ai fait un pas dans le jardin. La scène était une parfaite démonstration chaotique d'arrogance volée. Il y avait au moins 50 personnes dispersées sur la pelouse. D'immenses tentes de location blanches fournissaient de l'ombre à des rangées de tables couvertes de compositions florales coûteuses. Un service de barman professionnel avait été engagé pour mélanger des cocktails artisanaux sur le patio. Au centre de tout cela, tenant la cour comme un roi, tenant une bière artisanale, se trouvait Hunter. Il portait un polo serré et un short en lin coûteux, riant bruyamment à une blague qu'un des voisins avait faite. Jasmine était assise sur une chaise de patio moelleuse à proximité, se frottant le ventre de femme enceinte à peine visible, tandis que deux jeunes cousins s'extasiaient devant son nouveau bracelet de tennis en diamant étincelant. Et debout près de la cuisine extérieure, bronzée et rayonnante dans une robe d'été de créateur, se trouvait ma mère, Hélène. Les conversations près du portail ont commencé à s'éteindre à mesure que les gens me remarquaient debout là. Le silence s'est propagé vers l'extérieur comme une vague se répandant à travers le jardin jusqu'à atteindre le patio. La musique continuait de jouer depuis les haut-parleurs extérieurs, mais les voix se sont évanouies. 50 paires d'yeux se sont tournés pour me regarder. Hélène m'a vu en premier. Son sourire suffisant a flanché pendant une fraction de seconde quand elle a vu mon allure et a remarqué la lourde mallette en cuir dans ma main. Mais sa pure arrogance a rapidement couvert sa confusion. Elle a levé le menton et a plaqué un sourire condescendant sur son visage. Elle a donné un coup de coude à Richard, qui se tenait à côté d'elle avec une assiette de côte levée. Il a froncé les sourcils au moment où il m'a vu. Hunter a cessé de rire et s'est retourné. Ses yeux m'ont scruté de haut en bas, notant les vêtements coûteux et l'absence totale de peur sur mon visage. Il a gonflé la poitrine, essayant d'avoir l'air physiquement imposant. Jasmine s'est redressée sur sa chaise, regardant autour d'elle pour s'assurer que tout le monde regardait la grande confrontation. C'était le moment qu'ils attendaient toute la semaine, le moment où ils pouvaient publiquement remettre la vieille fille amère à sa place et solidifier leur nouveau statut d'élite riche de la famille. Je suis resté parfaitement immobile près du bord du patio, laissant le silence s'étirer, laissant leur anticipation arrogante monter à son apogée absolu. Je n'étais pas juste une invitée à cette fête. J'étais l'architecte de sa destruction. Hunter a rompu le silence pesant. Il a levé son gobelet en plastique de bière artisanale coûteuse et a laissé échapper un rire bruyant et odieux qui a résonné contre les tentes en toile. « Eh bien, regardez qui a finalement décidé de se montrer », a-t-il annoncé, sa voix tonnant au-dessus du bourdonnement bas des haut-parleurs extérieurs. Faisons tous une chaleureuse salve d'applaudissements pour Charmaine, tout le monde. Je suppose que voir mon tout nouveau Range Rover garé dans l'allée l'a convaincu que ma start-up technologique n'est pas qu'un rêve chimérique après tout. Quelques-uns de ses amis de fraternité ont ricané, mais les membres plus âgés de l'église et les voisins ont bougé inconfortablement. Jasmine a souri et a appuyé sa tête contre sa main, me regardant comme si j'étais un animal de cirque se produisant pour son divertissement. Hélène a fait un pas en avant, ajustant sa robe d'été de créateur. Elle a parlé de cette voix douce et écœurante qu'elle réservait pour les performances publiques. « Charmaine, nous sommes si heureuses que tu aies ravalé ta fierté et que tu sois venue célébrer l'énorme cycle de financement de ton beau-frère. Il faut être quelqu'un de grand pour admettre quand on avait tort au sujet de quelqu'un. Nous espérons que tu pourras enfin être heureuse pour ta sœur maintenant qu'elle a un vrai soutien qui prend soin d'elle au lieu de compter sur ton petit salaire d'entreprise. » Je n'ai pas dit un mot immédiatement. J'ai simplement avancé, mes talons de créateur claquant contre le patio en pierre. La foule s'est écartée pour moi instinctivement. Je suis passé juste devant ma mère, sans même reconnaître sa présence, et je suis monté jusqu'au centre du patio où se tenait Hunter. Je me suis arrêté à environ 3 pieds de lui.
J'ai regardé ses vêtements en lin coûteux, sa nouvelle montre et le sourire arrogant plaqué sur son visage. Je me suis tourné vers un serveur qui passait avec un plateau en argent et j'ai pris une flûte en cristal de champagne. J'ai levé le verre lentement, regardant directement dans les yeux de Hunter. J'adorerais porter un toast, ai-je dit, ma voix portant parfaitement à travers le jardin silencieux. La musique avait été baissée par quelqu'un au poste de traiteur, et chaque personne était suspendue à chacun de mes mots. À Hunter, l'entrepreneur visionnaire, je veux te féliciter publiquement pour avoir obtenu ton injection de capital massive de $200 000. C'est vraiment un exploit remarquable pour un homme avec zéro revenu, un historique de crypto en faillite et absolument aucune compétence technique de convaincre une grande banque nationale de céder $250 000 en moins d'une semaine. Le sourire sur le visage de Hunter a tressailli. Juste une infime faille dans sa confiance, mais je l'ai vu. Il a gloussé nerveusement, regardant autour de lui les invités. Eh bien, tu sais, Charmaine, le travail acharné et un plan d'affaires solide vont très loin, a-t-il dit, essayant d'avoir l'air humble, mais échouant complètement. Les investisseurs ont vu la vision. J'ai pris une gorgée de mon champagne et j'ai laissé échapper un rire doux et glacial. Investisseurs, ai-je fait l'écho, en penchant la tête. C'est un choix de mots fascinant, Hunter. Parce qu'habituellement, lorsqu'un fondateur de start-up parle de financement de démarrage, il veut dire capital risque ou investisseur providentiel. Ils ne veulent généralement pas dire une ligne de crédit sur valeur domiciliaire garantie contre une propriété résidentielle qu'ils ne possèdent même pas. Un souffle collectif a traversé la première rangée d'invités. Tante Shirley a mis une main sur sa poitrine, ses yeux faisant la navette entre moi et ma mère. Hélène s'est avancée, son visage devenant rouge de colère. Charmaine, cela suffit, a-t-elle sifflé, en saisissant mon bras. Tu t'embarrasses. Tu es juste jalouse que Hunter ait obtenu un prêt commercial et pas toi. Arrête d'inventer des mensonges devant nos amis et va attendre dans la maison. J'ai calmement regardé sa main, agrippant ma manche en soie, puis j'ai regardé son visage. Retire ta main de moi, Hélène, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure glacial. Elle a en fait reculé, faisant un pas en arrière comme si elle avait été brûlée. J'ai reporté mon attention sur la foule, ma voix montant à nouveau, claire et ferme. Je n'invente pas de mensonges. Je clarifie juste la chronologie financière pour vous tous, chers invités. Vous voyez, Hunter n'a pas obtenu de prêt commercial. Hunter a commis un vol d'identité. Le silence dans le jardin était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de gazouiller. Hunter est devenu pâle, son faux bronzage semblant soudain très artificiel. Il a pointé un doigt vers moi, sa main tremblant visiblement. « Ferme ta gueule, Charmaine », a-t-il bégayé, sa personnalité de Techbro confiant s'effondrant complètement. « Tu es folle. Tu es juste une femme amère et solitaire qui essaie de gâcher la journée spéciale de Jasmine parce que tu n'as personne pour t'aimer. » J'ai ignoré ces insultes pathétiques et j'ai posé ma mallette en cuir sur la table de patio la plus proche. Le claquement bruyant des serrures métalliques a résonné comme un coup de feu. J'ai ouvert le couvercle et j'ai sorti l'épaisse pile de documents de la Banque fédérale. Je les ai tenus en l'air pour que tout le monde puisse les voir. C'est une copie de la demande de prêt, ai-je annoncé. Elle a été soumise il y a exactement 16 jours. Elle demande une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de $200 000 contre cette propriété précise. Le nom du demandeur indiqué est Charmaine L. Wilson. Le numéro de sécurité sociale indiqué est le mien, mais l'adresse IP qui a soumis la demande provient du tout nouvel ordinateur portable de Hunter, et les fonds ont été virés directement sur son compte courant joint avec ma sœur. Jasmine s'est levée de sa chaise de patio, son visage tordu par la confusion et une panique croissante. De quoi parle-t-elle, Hunter ? A-t-elle exigé, sa voix perçante. Dis-lui qu'elle ment. Dis-lui que la société de capital risque t'a donné cet argent pour la voiture. Hunter ne pouvait pas la regarder. Il fixait les documents dans ma main, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il a essayé d'attraper les papiers, mais j'ai reculé juste hors de sa portée. Je me suis tourné vers mon père, Richard, qui était figé près du barbecue, laissant tomber une paire de pinces en argent sur l'herbe. Et la meilleure partie de toute cette illusion, ai-je poursuivi, ma voix dégoulinante de venin absolu, et que mes propres parents lui ont donné ma carte de sécurité sociale et mes déclarations de revenus provenant de leur coffre-fort privé afin qu'ils puissent falsifier ma signature.
Ils ont conspiré pour commettre une fraude électronique fédérale contre leur propre fille juste pour pouvoir se tenir ici aujourd'hui et prétendre être riches. L'éruption de chuchotements et de murmures choqués des anciens de l'église était assourdissante. Tante Shirley secouait la tête d'horreur, ses mains couvrant sa bouche. Les voisins sortaient littéralement leur téléphone. Hélène avait l'air de vouloir s'évanouir sur le patio en pierre. Elle a trébuché en avant, les larmes aux yeux, essayant de jouer la victime une dernière fois. Sharma, s'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix tremblante. C'était juste un malentendu. Nous allions te rembourser. Nous avions juste besoin de l'argent pour lancer l'entreprise de Hunter. Tu ne peux pas nous faire ça devant tout le monde. J'ai souri, le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais esquissé. Je ne vous fais rien, Hélène, ai-je dit doucement. Vous vous l'êtes fait à vous-même. Vous avez échangé ma sécurité financière contre un Range Rover et un voyage aux Bahamas. Mais la comédie tragique absolue de toute cette situation est que vous êtes tous incroyablement stupides. Vous n'avez même pas réalisé qui possédait réellement cette maison. J'ai replongé dans la mallette. La première bombe avait détonné parfaitement, anéantissant le faux succès de Hunter et exposant la complicité criminelle de mes parents. Mais la vraie dévastation attendait encore dans le dossier Manille. Les invités me fixaient, complètement captivés par la destruction de la famille en or. J'ai sorti le rapport de titre du comté et les documents, prêts à libérer la vague finale et dévastatrice de réalité sur eux. J'ai tenu le rapport de titre du comté assez haut pour que les gens au premier rang puissent clairement voir le sceau officiel du gouvernement estampillé en haut. J'ai regardé directement Hunter, qui était toujours figé sur le patio. Vous voyez, ai-je expliqué, ma voix portant un calme terrifiant. Une banque ne donne pas simplement 200 000 $ sans garantie. Ils ont besoin d'un actif pour garantir la dette. Et comme Hunter ne possède absolument rien de valeur dans ce monde, sauf peut-être la fausse montre de créateur à son poignet, il avait besoin d'emprunter un actif. Alors, il a utilisé ce chalet, je me suis tourné pour faire face aux voisins et aux membres de l'église. Ma sœur et mes parents vous ont tous dit que Hunter est un brillant fondateur de start-up technologique qui vient de conclure une énorme levée de fonds auprès de sociétés de capital risque. Ils ont organisé cette fête extravagante pour célébrer son succès et montrer la nouvelle voiture garée dans l'allée. Mais il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a pas de start-up technologique. L'argent qui a acheté cette Range Rover et l'argent qui a payé la poitrine de bœuf que vous mangez en ce moment est de l'argent volé. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Ils ont commencé comme un faible bourdonnement, comme un essaim d'abeilles traversant la foule. Les dames de la chorale se penchaient les unes vers les autres, les yeux écarquillés par le choc. J'ai vu l'un des amis de fraternité de Hunter poser lentement sa bière sur une table et faire un grand pas en arrière, s'éloignant du centre du patio. J'ai reporté mon attention sur Hunter. Son visage s'était vidé de toute couleur. Le sourire arrogant qu'il arborait toute la semaine était complètement effacé, remplacé par un regard de terreur pure et absolue. Il a ouvert la bouche pour parler, mais seul un son de bégaiement pathétique est sorti. Il a essayé de former une phrase, essayant d'enchaîner ses mots à la mode habituelle, mais son cerveau était complètement en court-circuit. Charmaine, a-t-il finalement réussi à squeaker, la voix tremblante. Tu ne comprends pas. C'était juste un pré-relais. J'allais le rembourser dès que l'application serait lancée. Ce n'est pas de la fraude. C'est juste de la manœuvre financière agressive. J'ai ri, un son aigu et amer qui a percé la foule qui chuchotait. Une manœuvre financière agressive ? Ai-je répété en secouant la tête. Hunter, tu as falsifié ma signature sur un document bancaire fédéral en utilisant un numéro de sécurité sociale que mes parents t'ont remis depuis leur coffre-fort. Tu as fait transiter les fonds au-delà des frontières de l'État vers ton compte courant personnel. Ce n'est pas un pré-relais. C'est la définition même de la fraude électronique et du vol d'identité aggravé. Jasmine respirait fort, ses mains crispées sur sa robe de maternité. Elle regardait de moi à Hunter et inversement. Hunter, a-t-elle crié, la voix brisée. Dis-moi qu'elle invente tout ça. Dis-moi que tu n'as pas volé son identité pour acheter ma voiture. Hunter ne pouvait même pas regarder sa femme. Il fixait le patio en pierre, la poitrine haletante. Il savait qu'il était piégé. Et comme je suis auditrice financière principale, j'ai continué à élever légèrement la voix pour m'assurer que chaque personne dans la cour m'entendait. Je ne me mets pas seulement en colère quand quelqu'un me vole. Je me mets au travail.
Je ne suis pas venu ici aujourd'hui juste pour gâcher votre fête. Je suis venu pour vous faire savoir que le Federal Bureau of Investigation a déjà tout le dossier de l'affaire. Hunter a trébuché en arrière, ses jambes flageolant légèrement jusqu'à ce qu'il heurte le comptoir de la cuisine extérieure. La couleur qui s'était drainée de son visage a été remplacée par un vert pâle maladif. J'ai sorti une copie imprimée de la confirmation de livraison du dossier. Il y a 3 jours, j'ai soumis un dossier numérique complet à la division des crimes financiers, ai-je annoncé. Il comprend les journaux d'adresse IP exacts de l'ordinateur portable que vous utilisez pour jouer au PDG. Il comprend les numéros d'acheminement du compte courant joint que vous partagez avec Jasmine. Il comprend des captures d'écran horodatées des virements électroniques au moment où ils ont atteint votre banque. Et il comprend des copies des reçus de la concession de voitures de luxe et de l'agence de voyage. Les agents fédéraux n'ont pas à enquêter sur quoi que ce soit parce que j'ai déjà fait leur travail pour eux. Les chuchotements parmi les invités ont éclaté en halètement complet. Tante Shirley s'éventait avec une serviette en papier, ayant l'air sur le point de s'effondrer. Les voisins, qui venaient de féliciter Hunter quelques minutes auparavant, reculaient maintenant activement vers le portail. Personne ne voulait être associé à un criminel fédéral. Ils ont réalisé que le style de vie somptueux qu'ils enviaient n'était rien d'autre qu'un fragile château de cartes construit sur du crédit volé et des mensonges massifs. Hunter a secoué la tête frénétiquement, ses yeux parcourant la cour à la recherche d'une issue qui n'existait pas. Ce n'était pas juste mon idée, a-t-il soudainement lancé, la voix se brisant. Il a pointé un doigt tremblant vers ma mère et mon père. Richard m'a parlé de la valeur nette de la maison. Hélène a été celle qui a ouvert le coffre-fort et m'a donné la carte de sécurité sociale. Ils ont dit que tu nous le devais, Charmaine. Ils ont dit que tu ne le découvriras jamais, et même si tu le faisais, tu n'irais jamais à la police parce que tu te soucies trop de ce que pense l'Église. Ils sont tout aussi coupables que moi. La foule a encore halté, encore plus fort cette fois. Hélène a laissé échapper un cri horrifié, portant ses mains à son visage. Hunter, comment as-tu pu dire ça? S'est-elle exclamée, trahissant son propre gendre au moment où le navire commençait à couler. Nous ne t'avons pas dit de voler. Nous pensions juste que tu allais utiliser la maison comme référence. Je les ai regardés se retourner les uns contre les autres comme des rats acculés. La loyauté familiale qu'ils m'avaient prêchée toute ma vie s'est évaporée à la seconde exacte où ils ont été confrontés à une peine de prison fédérale. Le front uni qu'ils avaient utilisé pour m'intimider pendant 35 ans était complètement brisé. Ils se criaient dessus sur le patio, exposant encore plus leurs propres mensonges à chaque mot. Les voisins ne se contentaient plus de chuchoter. Ils parlaient ouvertement, montrant du doigt et secouant la tête avec dégoût. J'ai entendu une femme d'à côté dire bruyamment à son mari, « Je savais qu'il ne pouvait pas se permettre ce voyage aux Bahamas, Richard n'a pas eu de promotion depuis 10 ans. » Tante Shirley criait activement au Seigneur, demandant comment sa sœur pouvait être impliquée dans un tel plan diabolique. Le barbecue s'était transformé en un véritable carnage de réputation. Je suis resté là à regarder le chaos se dérouler, ressentant un sentiment incroyable de paix. Je n'avais même pas élevé la voix, mais j'avais complètement démantelé tout leur univers. Richard a réalisé que la foule se retournait contre eux. Il a réalisé que son image sociale parfaite était morte pour toujours. Incapable d'attaquer Hunter, qui se recroquevillait actuellement contre le grill, Richard a redirigé sa colère flamboyante vers la seule personne qu'il pensait pouvoir encore contrôler. Il a marché vers moi les poings serrés, prêt à reprendre son autorité imaginaire sur la propriété. Richard a comblé la distance entre nous avec des pas lourds et tapants. Son visage était tordu dans un masque de pure rage, une teinte violette sombre montant le long de son cou. Toute ma vie, ce regard avait été le silence ultime. Quand Richard se mettait en colère, tout le monde dans la maison était censé rétrécir, se rendre invisible et s'excuser de respirer. Il s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage, essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider et me ramener à la petite fille obéissante que j'étais. Tu es une petite sorcière irrespectueuse. Il a craché les mots, me frappant comme du venin. Tu entres chez moi un dimanche devant mes amis et ma famille de l'église, et tu fais un coup comme celui-ci. Tu penses que parce que tu as un travail chic, tu peux manquer de respect à ton propre sang. Tu penses que tu peux démolir ta sœur et son mari juste parce que tu es misérable? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai laissé se déchaîner. Tu es morte pour moi, Charmaine, a rugi Richard, sa voix résonnant dans la cour silencieuse et terrifiée.
Il a pointé un doigt épais et calleux juste entre mes yeux. Tu n'as plus de famille ici. Je veux que tu sortes de ma vue. Fais tes bagages avec toute la dignité qu'il te reste. Monte dans cette voiture et quitte ma propriété. C'est ma maison. Je suis le chef de cette famille et je suis le propriétaire de cette maison. Sors de mon terrain tout de suite avant que je ne te fasse expulser. La foule a retenu son souffle collectif. Tante Shirley sanglotait une prière silencieuse. Jasmine sanglotait dans ses mains derrière lui. Hunter était toujours affalé contre le grill. Richard se tenait droit, la poitrine gonflée, attendant que je craque. Il attendait les larmes, les excuses, la retraite. Il avait désespérément besoin que je m'enfuie pour pouvoir se retourner et dire au voisinage que j'étais juste une femme hystérique et jalouse et que son royaume était toujours intact. Mais je n'ai pas fui. Je n'ai même pas cligné des yeux. C'était le moment exact que j'attendais depuis le jour où ils ont jeté mes valises dans le couloir. J'ai plongé ma main dans la mallette en cuir ouverte reposant sur la table du patio. Ma main a effleuré les relevés bancaires et le dossier du FBI. Mes doigts se sont refermés sur une épaisse pile de documents juridiques imprimés sur du papier lourd avec un filigrane. J'ai sorti la copie de l'acte de renonciation, celui portant ses signatures et celle d'Hélène en gras datant de 5 ans. Je ne le lui ai pas donné. J'ai claqué l'épaisse pile de papier directement sur sa poitrine. Le bruit du papier contre sa chemise en lin était fort et sec. Richard a tressailli par réflexe, rattrapant les documents avant qu'ils ne tombent sur les pierres du patio. Il a regardé les papiers dans ses mains, puis m'a regardé, les sourcils froncés dans une rage confuse. « Votre propriété » ai-je demandé, ma voix étrangement calme, portant une autorité glaciale qui a percé l'air chaud de l'après-midi. « Votre maison, Richard » J'ai fait un seul pas délibéré en avant, le forçant à faire un demi-pas en arrière. « Vous avez perdu cette maison il y a 5 ans, ai-je déclaré, mes mots résonnant avec une clarté absolue. Vous et Hélène vous êtes ruinés en essayant d'impressionner les personnes même qui se tiennent dans ce jardin. Vous étiez à 30 jours d'une saisie bancaire et d'une vente aux enchères publiques. J'ai remboursé vos dettes massives avec mon propre argent pour vous sauver de l'humiliation. Et en échange, vous avez tous deux signé cet acte de renonciation dans vos mains, transférant légalement 100% de la propriété à moi. Le halètement collectif de la foule était si fort qu'on aurait dit que tout l'oxygène avait été aspiré de la cour. Richard a fixé le papier dans ses mains. Ses yeux ont balayé les caractères gras en haut de la page. Sa bouche s'est ouverte. Le sang s'est drainé de son visage, le laissant paraître pâle et soudainement très vieux. Vous ne possédez pas une seule brique de cette maison depuis une demi-décennie, ai-je poursuivi, ma voix montant en puissance, refusant de le laisser parler. Je vous ai laissé vivre ici sans loyer. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé l'entretien. Je vous ai laissé prétendre être le roi d'un château que vous ne possédiez même pas parce que j'avais pitié de vous. Et comment m'avez-vous remercié? Vous m'avez mis à la porte de ma propre chambre pour faire de la place à un homme sans emploi qui vient de commettre une fraude électronique fédérale contre mon nom. Vous avez exigé que je vous paie un loyer pour vivre dans ma propre maison. Richard secouait la tête de gauche à droite, un mouvement brisé et répétitif. Non, a-t-il chuchoté, sa voix totalement dépourvue de son tonnerre précédent. Non, c'est ma maison. J'ai construit cette famille. Tu n'as rien construit, ai-je corrigé sèchement. Tu t'es nourri de mon succès tout en me traitant comme une ordure. Tu as donné mon numéro de sécurité sociale à un criminel parce que tu te sentais en droit d'utiliser ma cote de crédit. Tu pensais avoir le pouvoir ultime sur moi. Mais la vérité est que tu n'as absolument rien. Tu es un fraudeur, Richard. Vous êtes tous des fraudeurs. Hélène a laissé échapper un hurlement déchirant, s'effondrant sur une chaise de patio. Elle a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable. La façade de la riche matriarche chrétienne était complètement détruite. Le réseau des tantes la regardait, non pas avec sympathie, mais avec une répulsion absolue. Les mensonges qu'elle leur avait servis pendant des années étaient mis à nu. Et juste pour être absolument clair, ai-je dit, en portant le coup final dévastateur, je suis l'unique propriétaire légal de cette propriété. Ou plutôt, je l'étais. Jasmine a arrêté de pleurer. Hunter a levé les yeux du grill, ses yeux écarquillés par un nouveau genre de terreur. Richard a lentement levé la tête, me regardant avec une terreur absolue. Que veux-tu dire par tu l'étais, a étouffé Richard? J'ai souri et c'était un sourire dépourvu de toute chaleur.
C'était le sourire d'un auditeur qui venait de clôturer le grand livre final. Je veux dire que je l'ai vendu, ai-je annoncé bruyamment, en m'assurant que chaque personne dans le jardin entendait le verdict final. J'ai vendu toute cette propriété la semaine dernière à une société de développement immobilier commercial pour 850 000 $ en espèces. La transaction a été conclue vendredi. Les fonds sont sur mon compte. Le titre a été transféré. Vous ne possédez pas seulement pas cette maison, Richard. Personne ici ne possède cette maison. Elle appartient à une société qui prévoit de construire des appartements écologiques de luxe sur cet emplacement précis. Le silence qui a suivi était apocalyptique. La réalité écrasante a détruit l'ego de la famille en un seul instant. C'était comme si une onde de choc physique s'était propagée vers l'extérieur à partir de l'endroit où je me tenais, nivelant tout sur son passage. Jasmine a poussé un cri de pure angoisse. Elle a regardé la Range Rover blanche brillante dans l'allée, puis est retournée vers la maison, réalisant que les deux avaient disparu. Son faux empire s'était évaporé dans l'air. Hunter a glissé le long du côté du grill en pierre et s'est assis sur le sol, regardant fixement le vide. Il faisait face à des décennies dans une prison fédérale, et il le savait. Les jambes de Richard semblaient lâcher. Il a trébuché en arrière, laissant tomber l'acte de renonciation sur les pierres du patio. Les pages se sont dispersées dans la légère brise. Il a tendu la main et a saisi le dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Tu as vendu notre maison » a-t-il chuchoté, la voix brisée. « Où sommes-nous censés aller » Je l'ai regardé en ne ressentant absolument rien. Aucune pitié, aucun regret, aucun attachement persistant. « Ce n'est plus mon problème » ai-je dit froidement. Je vous suggère de demander à votre gendre visionnaire d'utiliser sa manœuvre financière agressive pour vous trouver un endroit où loger. Ou peut-être qu'Hélène peut puiser dans ce compte d'épargne imaginaire qu'elle utilise pour mentir à ses sœurs. Je me suis détourné de ma famille brisée et j'ai regardé la foule de voisins et d'anciens de l'église. Ils me fixaient tous avec un mélange de peur et de profond respect. Personne n'a dit un mot pendant que je ramassais ma mallette en cuir et que je la fermais d'un clic. Le déclic des serrures signalait la fin absolue du carnage. Je les avais dépouillés de leur argent, de leur maison, de leur réputation et de leur liberté, le tout en l'espace de 15 minutes. J'ai traversé le patio, mes talons claquant contre la pierre pour la dernière fois. Je suis passé devant ma mère, qui pleurait hystériquement, devant ma sœur, qui faisait une hyperventilation, et devant l'homme qui avait essayé de m'intimider pour m'évincer de ma propre vie. J'ai poussé le lourd portail en bois et j'ai marché le long de la longue allée vers ma Porsche noire personnalisée. Le soleil de l'après-midi était incroyablement chaud sur ma peau. Les chaînes étaient brisées. Les dominos étaient tombés exactement comme je l'avais prévu. Mais il restait une dernière pièce du cauchemar à arriver, et je savais que je n'aurais pas à attendre longtemps pour entendre les sirènes. Le faible hurlement des sirènes a commencé à résonner à travers les arbres de la montagne. Cela a commencé comme un bourdonnement distant, mais a rapidement augmenté, tranchant le lourd silence de la cour. Les invités restants, qui étaient figés par le choc, ont soudainement commencé à se précipiter vers le portail latéral. Personne ne voulait être pris au milieu d'un raid fédéral. Richard s'est retourné en regardant vers la rue, son visage totalement dépourvu de sa fureur précédente. Le craquement lourd des pneus sur le gravier a annoncé l'arrivée des autorités. Ce n'était pas seulement une voiture de police. 3 croiseurs du shérif du comté se sont garés en diagonale à travers l'allée, bloquant complètement la nouvelle Range Rover brillante de Jasmine. Derrière eux, le grondement fort des moteurs diesel lourds a fait trembler le trottoir. 2 énormes bulldozers jaunes et une flotte de camions de déménagement de la société de sécurité privée se sont garés le long du trottoir. Les lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la pelouse manucurée de couleurs chaotiques. 4 shérifs du comté sont sortis de leur véhicule, ajustant leur ceinture de service, et ont marché avec détermination le long de l'allée. Ils étaient flanqués d'une équipe d'hommes en polo sombre portant le logo de la société immobilière commerciale. Richard a trébuché en avant, les mains levées dans un geste pathétique de défense. Il a essayé d'utiliser sa voix de patriarche tonitruante, mais cela est sorti comme un plaidoyer faible et rauque. « Officier, il y a une erreur ici » a-t-il bégayé. « Nous faisons juste un barbecue en famille. » Le shérif en chef, un homme grand avec une expression sévère, n'a même pas ralenti. Il est passé devant les tables de traiteurs et s'est arrêté devant Richard. Il a détaché un presse-papier et a remis à Richard une épaisse pile de papier portant le tampon rouge vif du tribunal de comté. « Il n'y a pas d'erreur, monsieur »
a déclaré fermement le shérif. Cette propriété est maintenant sous la possession légale de la Commercial Development Corporation. Vous êtes en violation d'une ordonnance d'intrusion commerciale. Vous et votre famille avez exactement 60 minutes pour rassembler vos effets personnels essentiels et quitter les lieux. Tout ce qui restera à l'intérieur de la maison après 1 heure sera considéré comme propriété abandonnée et retiré par l'équipe de sécurité. 60 minutes. Richard a halté, regardant l'avis d'expulsion comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Nous vivons ici depuis 20 ans. Nous ne pouvons pas faire les cartons d'une maison en 1 heure. Le shérif a posé sa main près de sa radio. Vous ne possédez pas cette maison depuis 5 ans, monsieur. Il vous reste 59 minutes. L'équipe de démolition commence à condamner les fenêtres. À 3 heures précises. Avant même que Richard ne puisse traiter la réalité de son sans-abrisme immédiat, le lourd portail en bois s'est ouvert à nouveau. 2 hommes et une femme vêtus de costumes professionnels élégants sont entrés dans le jardin. Ils ne ressemblaient pas à la police locale. Ils portaient des badges autour du cou qui les identifiaient clairement comme des agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation. L'agent en chef a scanné le patio et ses yeux se sont fixés directement sur Hunter. Hunter a essayé de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Il a heurté le barbecue en pierre, renversant un plateau de viande de traiteur coûteuse. Les agents se sont déplacés avec une efficacité terrifiante. Ils l'ont flanqué des 2 côtés, attrapant ses bras et les forçant derrière son dos. Hunter Jameson, a annoncé l'agent en chef, sa voix totalement dénuée d'émotion. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique fédérale, fraude bancaire et vol d'identité aggravé. Vous avez le droit de garder le silence. Le clic métallique des lourdes menottes en acier se refermant autour des poignets de Hunter a résonné sur le patio. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Jasmine a poussé un cri à glacer le sang. Elle a laissé tomber son gobelet en plastique et a couru vers les agents, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. « Vous ne pouvez pas l'emmener » a-t-elle crié, attrapant la veste du costume de l'agent. « C'est un PDG de technologie. C'est mon mari. Nous allons avoir un bébé. Vous faites une erreur. » L'agent a doucement mais fermement repoussé Jasmine. « Maman, éloignez-vous du suspect » a-t-elle averti. « Votre mari fait face à de multiples inculpations fédérales. Si vous interférerez, vous serez accusé d'obstruction. » Hunter a regardé Jasmine, ses yeux écarquillés et terrifiés comme un animal piégé. Il ne ressemblait plus à un entrepreneur visionnaire. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme pathétique et fauché qui avait essayé de se frayer un chemin jusqu'au sommet et avait échoué misérablement. « Appelle un avocat, Jasmine » a-t-il supplié, sa voix se brisant en un gémissement aigu. « Appelle mes parents. Fais-moi sortir d'ici. » Les agents ne l'ont pas laissé dire un mot de plus. Ils l'ont fait marcher sur l'herbe, sortir par le portail, et l'ont poussé à l'arrière d'un SUV noir non marqué. Jasmine s'est effondrée sur le patio en pierre, totalement brisée. Elle a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Sa vie parfaite, sa voiture de luxe, son statut, tout était parti en quelques minutes. Elle a levé les yeux et m'a vu debout près du bord du patio, observant toute la scène avec un détachement absolu. Elle a rampé sur la pierre, ruinant sa robe de maternité coûteuse, et a attrapé le bas de mon pantalon. « Charmaine, s'il te plaît » a-t-elle supplié, levant les yeux vers moi avec des joues tachées de mascara. « S'il te plaît, dis-leur que c'était une erreur. Dis à la banque que tu as autorisé le prêt. Je te rembourserai. Je te le promets. Mon bébé ne peut pas grandir avec un père en prison. S'il te plaît, Charmaine, tu es ma grande sœur. Tu dois réparer ça. » Je l'ai regardée, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond là où mon amour pour elle résidait autrefois. J'ai tendu la main et j'ai détaché ses doigts de mon pantalon un par un. « Je ne peux pas réparer les conséquences de ta propre cupidité, Jasmine, » ai-je dit doucement. « Tu m'as dit qu'une femme célibataire n'avait pas besoin d'une chambre principale. Eh bien, une cellule de prison fédérale est beaucoup plus petite qu'une chambre d'amis, donc Hunter devrait se sentir comme chez lui. » Soudain, Hélène s'est jetée au sol juste à côté de Jasmine. La matriarche fière et arrogante roulait littéralement dans la poussière. Elle a enroulé ses bras autour de mes chevilles, pleurant hystériquement. « Charmaine, ne fais pas ça » a-t-elle pleuré. « Nous sommes de la famille.
Nous partageons le même sang. Tu ne peux pas nous laisser sans abri. Nous n'avons nulle part où aller. Richard a un crédit terrible. Nous ne pouvons même pas louer un appartement. S'il te plaît, Charmaine, aie pitié de ta mère. J'ai reculé, libérant mes jambes de son emprise. J'ai regardé ma mère et mon père, les deux personnes qui étaient censées me protéger, mais qui m'ont plutôt vendu pour une illusion. La famille ne vole pas la famille, Hélène, ai-je dit, ma voix stable et froide. La famille ne traite pas sa fille comme un distributeur automatique de billets pour ensuite la jeter dans la rue. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre dans la réalité que tu as créée. Je leur ai tourné le dos et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière quand Hélène a crié mon nom. Je n'ai pas regardé en arrière quand Richard a commencé à hurler frénétiquement après les déménageurs qui transportaient déjà des boîtes hors de la porte d'entrée. J'ai marché droit vers ma Porsche noire, j'ai déverrouillé les portes et je me suis glissé dans le luxueux siège en cuir. J'ai démarré le moteur, j'ai mis la voiture en marche avant et j'ai quitté l'allée, laissant les lumières rouges et bleues clignotantes loin derrière moi dans le rétroviseur. Les conséquences ont été exactement comme les statuts fédéraux l'avaient promis. Hunter s'est vu refuser la libération sous caution en raison des preuves écrasantes de son risque de fuite et de l'ampleur pure de sa fraude. Face à des décennies de prison, il a accepté un accord de plaidoyer. Il a été condamné à 3 ans dans un pénitencier fédéral et condamné à payer une restitution complète, ce qu'il fera pour le reste de sa misérable vie. Jasmine a dû rendre la Range Rover blanche au concessionnaire. Sans l'argent volé de Hunter, et avec son propre crédit lié à ses comptes ruinés, elle ne pouvait pas payer les factures médicales de sa grossesse. Elle a fini par déménager dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier terrible avec mes parents. Richard et Hélène ont absolument tout perdu. Les promoteurs commerciaux ont rasé le chalet 2 jours après le barbecue parce qu'ils étaient associés à une enquête fédérale massive pour fraude et que leur crédit était déjà détruit. Mes parents ne pouvaient pas se qualifier pour un prêt immobilier traditionnel ou même un bail de location décent. Ils ont été forcés de prendre des emplois de vente au détail au salaire minimum juste pour aider Jasmine à payer le loyer et garder les lumières allumées. Le réseau des tantes a complètement excommunié Hélène de l'église, lui interdisant la chorale et le conseil des huissiers. La fausse richesse qu'ils avaient adorée les avait finalement enterrés. Quant à moi, j'ai prospéré. J'ai investi les $850 000 dans un portefeuille diversifié et j'ai accepté une promotion en tant qu'associé dans mon cabinet d'audit. Ma vie est calme, paisible et entièrement la mienne. J'ai appris la leçon la plus difficile qu'une personne puisse apprendre. Que partager le sang ne fait pas automatiquement de quelqu'un une famille. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui tiennent le couteau dans votre dos. Vous devez être prêt à quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Couper les membres toxiques de la famille n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'auto-préservation radicale. Avez-vous déjà dû vous éloigner de membres toxiques de la famille qui ne vous valorisaient que pour ce que vous pouviez fournir? Comment avez-vous trouvé la force d'imposer vos limites et de reprendre votre vie en main? J'adorerais entendre vos histoires de survie et de liberté dans les commentaires ci-dessous. Si mon parcours a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton like et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la résistance à la manipulation toxique. Partagez cette vidéo avec toute personne qui a besoin du courage de se faire passer en premier. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, votre paix vaut la peine d'être protégée à tout prix.